Christophe sur France Maghreb 2. Chers amis, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. C'est reparti pour une nouvelle semaine de liberté d'expression pour votre émission de référence. On est les seuls à cette heure-ci à vous proposer ce type de magazine. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est sur une seule radio, France Maghreb 2, pour le moment. Avec au programme dans cette émission, ça y est, c'est le jour J pour le pass vaccinal. Mais comment ça se passe ? Pour passer du pass sanitaire au pass vaccinal, je vous expliquerai tout. L'affaire Bourdin, qui, vous le savez, a été écartée à la demande du groupe qui gère BFM TV et RMC. Écarté l'animateur, donc le présentateur de l'interview politique du matin. Il a été écarté de manière temporaire. Est-ce que la présomption d'innocence est respectée dans cette affaire ? Oui, on pourra se poser la question. Et puis, le 58e militaire français à avoir été tué au Mali, c'était ce week-end. Faut-il mettre fin à cette opération, comme le demandent certains des candidats à la présidentielle ? On en reparlera avec vous, bien entendu, sans oublier le zapping, avec un zapping bien fourni. Et le mercato RN Zemmour continue avec le nouvel en date, celui qui va jouer à l'aile droite, très droite même, c'est monsieur Gilbert Collard qui a rejoint, vous le savez, ce week-end à Cannes. Éric Zemmour, reconquête, bienvenue tout le monde, c'est parti pour le LGF jusque 18h. Le Grand Forum, Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Elle est avec nous aujourd'hui, Nadia Cherif, dans les affaires financières, mais pas que, dans le yoga aussi, et un peu dans le domaine associatif. Aussi. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour ma Nadia, comment ça va ? Très bien, et toi et nos chers auditeurs ? Eh ben, ils vont bien, moi je l'espère, entouré de deux beaux mâles, à l'image de monsieur Ali, directeur commercial. Comment ça va mon Ali ? Très bien. Bon, ça va, bon week-end ? Oui, bon week-end. Après la défaite, ça va, hein, très bien. Ah, ça y est, il faut s'y remettre. Hein. Oui, c'est One, Two, Three, retour à la maison là. Ouais. Gamal Abina est aussi avec nous. Comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien les amis. Attends, faut que je micro. Voilà, c'est mieux. One, two, three, Ah, oui. l'Algérie. Oui. Non, mais la défaite, c'est le passé maintenant. On va saluer la maintenant, Tunisie. Cameroun. La Tunisie qui a gagné hier à la surprise générale, faut le dire, parce qu'ils étaient loin d'être favoris quand même dans ce match. Big Ah, dédicace ouais, à Nasser. Ouais. Big dédicace à Nasser, tout, ouais, bien sûr. Et Le Tarek pote Nasser. Mami quand même. Ouais. Ah, t'arrives, ouais, Quand même. Quand même, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, alors c'est parti, on a une grosse émission les enfants, on y va, on démarre tout de suite par le quiz. Première question. Où se trouvait aujourd'hui le président de la République ? La Creuse. Alors la Creuse, bonne réponse. Bien joué. Et on a tenté de lui demander s'il était candidat. Il indiquerait sa décision au moment voulu, a-t-il rappelé. Il creuse. Voilà, il creuse. Il creuse quoi ? Il creuse sa tombe s'il continue. Oh, arrête. Ouais. Bon, Il creuse de à peine 5 minutes d'émission, il commence lui. des nouvelles lois À peine, hein. favorables Ouais. à l'État, au gouvernement Un peu, ouais. et au peuple. On La Creuse, c'est l'espère. comme le département, toujours, dont on dit comme référence, malheureusement. Tout à Ouais. Donc, Deuxième question. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en 1924. Où ont eu lieu ces Jeux ? Berlin. Non, c'était en Boston. France. En Mais où ? France. Joinville, Non, j'ai parlé. Alfortville. D'hiver. Ça va pas, non ? Annecy. D'hiver. Ah, hiver, Annecy, pardon. Annecy. Non, c'est pas Annecy. Redonne, c'est pas Grenoble. Au Mont Blanc, j'ai n'importe quoi. Oui, mais il faut une ville. Une ville. Oui. Pareil. Annecy, je sais Non, pas. Mont Blanc, oui, c'est pas loin. Enfin, Mont c'est- Blanc, oui. attends. Chamonix. Oui, Ah. Chamonix. Bonne On a réponse fait de le tour, Nadia hein. Cherif. Bonne C'est réponse. vraiment une leçon Bah, il y en a de qui vont à géographie, Chamonix, là, hein. Et en plus, bien prononcé, sans le X à la fin. Bien joué. Oui. On essaye, Bon, on peut dire les deux, non ? Non, non. Non. Quoi, non, non. Ils aiment pas ça, là, parce On veut Exact. d'abord. Hein. on fait ce qu'on veut, mais c'est pas bon. C'est comme Fro, tu vois. Ah, ça On m'énerve. dit frotte, on dit Non, pas non. fro. Non, non, on dit Fro, arrête tes conneries. Alors, donc Et Chamonix. Je veux pas. Je vais dans une illustration. Tu sais, t'attends ton tour, tu sais. Christophe Frotte. Non, c'est pas Frotte, c'est Fro. Mais pareil pour Mérine. C'est un truc de ouf. Mesrine. Quoi À On l'époque, on dit disait Mesrine, Mesrine. mais Oui. c'est Mérine. Oui, Mérine, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Troisième question, un Tout point ça pour Monsieur Fro. pour Nadia et pour Ali. C'est pas Attention. Quel artiste s'est excusé pour une vidéo postée au Nouvel An ?
Gims. Oui, Gims, c'est une bonne réponse. Et il a affirmé d'ailleurs, Quelle référence. par ailleurs, qu'il ne soutenait pas Valérie Pécresse. Non. Pourquoi parce que déjà, d'abord, il n'est pas de nationalité moi, française il a et qu'il la peut pas mémoire voter. courte. Voilà, tout simplement. Il est Oh, frappé d'amnésie partielle, ce monsieur. Non, c'était un fake, hein, c'était pas vrai. Quoi, c'est pas D'accord. fake. C'est un faux. hologramme. C'est un hologramme, c'est un faux Gims. Ça on appelle la deepfake. Vous connaissez le deepfake? Deepfake. Le deepfake, c'est la manipulation de l'image hyper réaliste où on met des paroles dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas cette personne. En tout cas, pour l'instant, c'est 2 pour Ali et ça, c'est pas un C'est un fake. futur méta. C'est ça. Mais c'est Quatrième ça. question. Je cherche un homme politique anglais. Il fut Premier ministre, il est mort en 1965. Churchill. Excellente réponse. Magnifique, Churchill. Mort à l'âge de Vissel. 90 ans. C'est mon idole. Ah bon? Ah oui. Non, j'irai pas jusqu'à là quand même. Non, mais politiquement parlant, oui. Oui, c'est enfin, quelqu'un en de Inde, courageux. c'était pas sympa en Inde hein, quand même. Physiquement, il était pas Deux terrible, partout. mais- Mais Oh en là Inde, il là a pas là été là. sympa non plus. Hein. C'est vrai. Là, c'est un vrai. véritable Turquie. match. La deuxième partie de sa vie. Voilà. Ouvert La entre dernière, Nadia là. et Ali. C'est bon. Attention. Quel ministre a annoncé hier matin être positif au Covid-19? Oh, Chapa. Chiappa. Ah, moi, Bonne je sais- réponse. moi, j'aurais dit je sais pas, mais bon. Là, c'est Moi, Chiappa. J'ai un autre mot. en Marlène. arabe, mais Ah, on va pas le la dire. décence va Ça, là, me... ça. Pendant une semaine, on va pas entendre parler de Marlène. Oh là. Non, elle a dit qu'elle travaille à distance, donc elle est capable Oui. de tout. Ah oui, elle est capable de de dire autant de médicaments, quoi. Elle est capable de tout. Malheureusement. Attention, Nadia prend l'avantage Largement. sur Ali. Et Gamma, lui, il est Le vent, resté le vent, bloqué. le vent. Ah, ouais. Je cherche à présent un acteur. Remontada. Il n'y a aucune chance. À un point. Là, c'est fini. Là, Ça va ça être y les est. trois, là. Je cherche un Je suis acteur. algérien, moi, je suis à Chaud. zéro. On est où là? Je cherche à présent un acteur français, certainement d'ailleurs l'un des plus populaires. Il est né en 1928. De long. Non, monsieur. 135 longs métrages. Quand Ah, même. Belmondo. Non, non. Et de Funès. nombreux téléfilms. Mais son talent comique avait atteint De Funès. des sommets avec un célèbre film, La Cage aux folles. Bourville. Non, Ah, Michel non, Serrault. c'est- Michel Bien, Serrault, ouais. bonne réponse. Ah, c'est De la Ali. cage au folle. Hein. Oh, la cage aux Michel folles, Serrault, Merveilleux. qui est mort C'était le une 29 référence. juillet Merveilleux. 2007. Chapeau. Monsieur Serrault. La cage- Monsieur. Bonne réponse. Bonne Bon, monsieur. référence. Très bon acteur numéro. Non, on a été- Attention, C'était- Je vous la fais la attention. Serrault. On a fait Mais des c'est quoi ça Gims. Ouais, c'est vrai. Eh, petite imitation de Michel Serrault. Non, mais ça va pas là, toi. C'est comme un fou. Hein. Tout va bien, mon gars. C'est mon préféré. Très bien. Tu connais pas la cage aux folles? Si, ouais. Qui connaît pas La Cage aux folles? Ah, bah, peut-être pour les folles, je sais pas. Vaut mieux s'arrêter là. Il y a eu- Oh, ça arrête, il y a ça eu un plan, là. Attention, il y a 3 partout. Et tout va se jouer sur cette question. Gamal, il est hors course. Allez, Non, c'est non, ça fini. fait les kilos, parce que je suis loin. hein. Quel pays du Maghreb, messieurs? L'Algérie. Non. Le Maroc. Non, mais attendez, oh, laissez-moi terminer. Oui. Ça Les suffit Iats. maintenant. Les Iats, les Iats. Tunis. Entre Ali et Nadia seulement. Quel pays du Maghreb a connu une régression sans précédent Tunis. en matière de liberté d'expression Ah, Mauritanie. L'Algérie. Tunisie. Non. Mauritanie, Mauritanie. Mauritanie. et de la presse en 2021? Ah, 2021. Ah, bah, c'est la Maroc, Tunisie. non. C'est l'objet. T'as dit quoi, Ali? Maroc. Bonne réponse. Ouais. Ouais, C'est le Maroc, et ça, Comment c'est ça- l'objet d'un C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rapport monde en prison. hein. d'une association C'est bizarre, marocaine d'ailleurs. des droits humains qui a recensé quand même 170 cas de poursuites Ah bon, judiciaires ou d'incarcération visant notamment des journalistes mais aussi des blogueurs Et et des des femmes militants aussi Ouais. militants Des femmes. voilà. Donc c'est pas mal quand même. Voilà, Il y a des Marocains dans la Victoire. salle. victoire de notre ami Origine, Ali des origines, aujourd'hui. des origines. Ah, mais c'est vrai que la liberté d'expression, c'est C'est quelque pas chose. top. C'est pas un truc des pays arabes, ça, ils aiment pas trop. Ouais, ils aiment pas trop la liberté d'expression. Hein, les journalistes, ils aiment pas trop les journalistes. Est-ce qu'on peut parler d'euphémisme? C'est un 12 euphémisme, effectivement. De quoi, d'euphémisme? C'est Pourquoi un tu veux euphémisme. parler- Liberté Ah, d'expression. oui. Ah, Pas oui. de féminisme, d'euphémisme, Christophe Roth. Waouh, Non. Christophe, Non, mais ça suffit. tu nous habitues à mieux. Bon, puisque j'ai quelques minutes là et j'aimerais qu'on passe un coup de fil dans un instant à des gens qui sont en grève parce qu'il y a des gens qui luttent, qui sont pas comme vous, qui sont pas. Voilà, ils luttent. Il y a des gens qui luttent dans ce pays. Non, mais Et nous, il y a on une est grosse pour la grève lutte. prévue demain à la Défense. Pas finale, mais on est pour la lutte. Ouais, c'est clair. Ah, pas finale, précision, bien sûr. Ah oui. Alors, je voulais vous parler de quelqu'un dont on ne parle pas dans ce pays, et c'est bien dommage, parce que c'est quand même le seul otage français qu'il y a aujourd'hui dans Oui. le monde, dans France, enfin, dans le matière de journaliste. Alors, je retrouve son nom, c'est C'est Bruno, je Olivier crois. Dubois. Olivier, oui, ça. Voilà, c'est ça. Voilà, je voulais vous en parler pour ne pas qu'on l'oublie, bien sûr. C'est un otage que l'on ne veut pas oublier, que l'on ne souhaite pas oublier, et qu'on aimerait d'ailleurs que la presse ne l'oublie pas, ainsi que les politiques.
d'Avignon où il a grandi jusqu'à Marseille, la mobilisation qui s'est un peu amplifiée quand même, notamment dans la presse locale concernant Olivier Dubois, qui est retenu par un groupe djihadiste depuis près de 300 jours au Sahel. C'est dans une courte vidéo qui a été publiée le 4 mai dernier dont on a eu des nouvelles. C'est des images donc qu'on voyait de lui dans une tente et demandait donc une libération. On rappelle que c'est un correspondant de Libération de Jeune Afrique du Point aussi, donc qui est retenu depuis 300 jours. On aimerait quand même qu'on ne l'oublie pas et qu'on s'intéresse un petit peu à son cas. Retenez bien son nom, Olivier Dubois. Vous en avez entendu parler, vous? Bien Non. sûr, Oui. évidemment, j'ai entendu sa femme en parler. Non mais je veux Sa dire dans copine. la presse, on n'en parle pas. Non, ça parle pas. Il y a eu un passage à la télévision sur France Info, me semble-t-il. Mais bon, Olivier Dubois, il a aussi une caractéristique particulière, c'est qu'il n'a peut-être pas la bonne couleur parce qu'il est d'origine antillaise. Donc ça intéresse, semble-t-il, moins les autorités. Alors apparemment, ça s'est passé à Gao, son enlèvement. Il s'apprêtait justement à aller interviewer un des membres d'un groupe terroriste et donc il aurait été enlevé. Voilà. On en parlera justement du Mali tout à l'heure avec ce militaire qui a été tué ce week-end, qui porte à 58 militaires français tués depuis le début des opérations en 2013 au Mali. Faut-il arrêter les dégâts? Faut-il stopper l'opération? On y reviendra évidemment tout à l'heure. On parlera aussi de cette affaire Bourdin qui a pris une dimension supplémentaire ce week-end avec l'annonce du groupe Altis donc, qui a demandé à ce que Bourdin soit écarté de manière temporaire après que Valérie Pécresse ait eu ces quelques mots lors de l'interview politique la semaine dernière où elle indiquait qu'elle avait hésité avant de participer à cette émission étant donné que M. Bourdin a été accusé d'agression sexuelle et surtout M. Yannick Jadot candidat pour l'Europe et l'écologie des Verts, qui a refusé, lui, purement et simplement, une interview de Bourdin. Voilà, la présomption d'innocence, on en fait quoi? C'est la question que je pourrais éventuellement vous poser. Et puis ça me fait doucement rire quand même quand c'est des politiques qui viennent comme ça, refusant de s'adresser à quelques animateurs pour des affaires, etc. Alors si on cherche bien, je veux dire, il y en a plein des affaires, puis ça concerne plein de monde. Je veux dire. Tout à fait. Notamment, il y en a qui sont une radio qui fait à peine 0% d'audience de dimanche. Il aime bien être sous les bureaux, c'est connu cette histoire. Tu parles de qui là? Ah non, je parle de personne, je veux pas citer, puis je veux pas te procès dans la gueule, mais et pourtant ils y vont tous, et à genoux en plus. Voilà. Non mais bon, je dis ça, je dis rien. Il y a des personnes aussi qui appellent à la haine, et pourtant on voit pas de qui tu parles. Tout à fait. Dis ça. Et on va à leurs émissions tranquillement, alors que ils ont des plaintes, ils ont été justement. Enfin, comment dire? Je perds mes mots. Condamné, merci. Condamné à plusieurs reprises, et pourtant, ils ont voix au chapitre, et pourtant, ils ont des tribunes. Ça dérange personne. Ça dérange personne. Voilà. Bon, c'est bizarre, en tout cas, cette liberté à géométrie variable. C'est surtout très ironique. Oui. Alors, monsieur Jadot, j'espère qu'il n'y aura pas une affaire vous concernant avant la présidentielle, parce que ça ferait très mauvais goût quand même. Je vous le dis. Je suis pas sûr qu'il y en ait pour lui. Je sais pas, on ne sait pas. Fillon qui avait une plainte et qui pourtant se présentait en tant que... voulait être président de la République à un moment donné. Il perd la morale. Voilà. Mais ce que je constate quand même dans cette affaire, et on en parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure, c'est que... Pourquoi on n'applique pas la réciprocité? Pourquoi les journalistes dans ce pays n'ont pas de courage? Pour dire, écoutez... Là, ça concerne un journaliste qui s'appelle Bourdin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'a pas été condamné, il est présumé innocent. Et à ce moment-là, les journalistes devraient se dire, écoutez, monsieur Jadot, il n'y a pas de problème, vous ne voulez pas aller chez Bourdin, vous n'êtes plus nulle part. Voilà. Je sais pas s'il faut faire les garages Jadot parce qu'il fait. Mais non, mais c'est bon, c'est donneur de leçons. Oui, je suis d'accord, mais c'est ça pas. suffit. Je sais pas s'il faut lui faire. Il faut être honnête, Christophe. Avec l'ambiance MeToo, on peut pas faire la guerre à monsieur. Ouais, mais l'ambiance MeToo, je vais dire, ok, c'est une chose et c'est bien. Monsieur Darmanin, c'était pas mieux quand même. Ah, mais il a été acquitté. Oui, non, mais attendez, il a quitté. Il y avait une suspicion sur lui, et M. Macron avait dit qu'il ne devait pas être poursuivi. Bref, il y a tout un tas de trucs. Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est pas ça. Il y a quand même une grosse ironie du sort, je vous rappelle. Quelle ironie du sort! C'est ce même Jean-Jacques Bourdin qui était en train de massacrer Tarek Ramadan pour les mêmes faits. Et ça, c'est énorme, parce que quand on voit le retour de bâton, il est incroyable. Je veux dire, la présomption d'innocence n'avait pas été appliquée pour M. Ramadan. Il lui est rentré dedans, et pas qu'à moitié. Et aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve dans la même situation, avec la même problématique, à savoir qu'on ne respecte pas la présomption d'innocence. Et cela est un procès d'intention qui n'est pas normal. Bon, on en parlera tout à l'heure, évidemment. On vous demandera votre avis sur France Maghreb 2 dans un instant. On est de retour avec le zapping et on fera un petit tour par une
avec le délégué national FO qui sera avec nous et en ligne en téléphone pour nous faire part d'un mouvement de grève demain à la Défense. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, le LGF, le grand forum, avec aujourd'hui Nadia Cherif, Gamal Abina et Ali qui sont avec nous, et on va accueillir avec nous et par téléphone Hafid Tagnaouti. Bonjour Hafid, bonjour. Bonjour Christophe. Délégué national Force ouvrière pour la société Delkia, hein, c'est ça. Alors qu'est-ce que cette société, Hafid? Alors Delkia, c'est une société de chauffage dans un premier temps, d'électricité, de clim et d'énergie, de nouvelle énergie en fait. D'accord. Et donc vous annoncez un mouvement de grève à partir de demain. Quelles sont les revendications? Alors merci Christophe de nous donner la parole. Le mouvement en fait est prévu demain matin, donc c'est déjà un premier rassemblement d'un maximum de collaborateurs afin de faire entendre raison à la direction sur les revendications que nous portons. Vous n'êtes pas sans savoir que le pouvoir d'achat a augmenté considérablement de plus de 3% quand on prend l'INSEE ou même quand on ne prend pas des éléments qui devraient être pris. Donc du coup, on est très largement au-dessus des 3%. Et la direction de Delkia nous propose 0,6% d'augmentation générale et 1,3% promotionnel. Alors, promotionnel, c'est en fait une augmentation destinée aux managers afin de récompenser ceux qui auraient mieux travaillé. Mais sauf que pour nous, en tant qu'organisation syndicale, nos revendications sont pour une augmentation pour l'ensemble des collaborateurs. Le pouvoir d'achat, la baguette et le gasoil ou l'électricité ou tous les éléments qui ont augmenté, ils ont augmenté de la même manière que vous soyez ouvrier, agent de maîtrise ou cadre. C'est vrai. Donc demain, mouvement de grève à la Défense, c'est ça? Absolument. Sur la Tour Europe, on n'est pas très loin du parvis de la Défense. Donc voilà, venez nombreux pour ceux et celles qui connaissent Delkia ou qui ne connaissent pas et qui veulent simplement se joindre au mouvement pour faire entendre raison. C'est à quelle heure? Nous sommes quand même une des plus importantes filiales d'EDF, derrière Enedis qui est la première filiale, mais nous sommes donc la deuxième filiale avec 12 500 salariés sur Delkia France. Ah oui, et demain, le mouvement qui va être porté, c'est simplement sur le siège. Et si nous n'entendons pas, si la direction ne nous donne pas raison aux revendications qui sont tout à fait légitimes, nous appellerons à un blocage des installations. Et on faisait partie, comme le diraient certains membres du gouvernement, des métiers qui n'ont pas suspendu leur travail. Nos collègues ont travaillé dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les écoles, dans les laboratoires, dans les industries, les usines. Voilà, et à aucun moment le travail n'a été suspendu. On a travaillé. Et je vous fais juste un petit commentaire de notre directeur régional qui d'après ses voeux, nous dit la chose suivante. Nos résultats commerciaux, nous avons rempli nos objectifs de développement, qu'ils soient commerciaux ou autres, malgré la conjoncture. Sur l'aspect financier, nous avons un EBITDA, donc l'EBITDA, je rappelle que c'est un bénéfice net avant impôt de 380 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 5 milliards, pratiquement 5 milliards, on est à 4 milliards 7, et on nous donne des miettes. Vous êtes prêt c'est pas normal. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, Hafid? Absolument. Là, c'est juste une première ébauche sur le mécontentement, mais logiquement, on n'a pas besoin d'en arriver là pour nous faire entendre. Ouais. Les salariés, quand il y a des difficultés dans un hôpital, qui doivent intervenir dans un laboratoire alors qu'il y a une opération ou qu'il y a des choses qui mettent la vie des gens en danger, ils ne regardent pas l'heure, ils ne regardent pas leur salaire, ils ne regardent rien. Ils regardent que les métiers qu'ils doivent exercer et pour lesquels ils ont été formés et pour lesquels même l'entreprise reconnaît qu'à aucun moment ils ne sont pas compétents ou ils ne sont pas à la hauteur. Merci Hafid Tagnaouti d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir exposé le motif de cette grève de la société Delkia. Donc demain, devant la tour de la Défense. C'est à partir de quelle heure? À partir de 8h. À partir de 8h, je rappelle, vous êtes délégué national Force ouvrière. Merci beaucoup Hafid, à bientôt. Merci Christophe et courage à tous et à toutes et prenez soin de vous. Merci pareillement, chers amis de Delkia, évidemment, qu'on salue. Quand il y a de la lutte, on est là, les amis. 01 40 33 9000, c'est parti pour le zapping.
Qu'est-ce que vous avez regardé hier soir, Gamal? Je regarde pas la télé, moi j'ai pas la télé. Nadia? J'ai pas la télé non plus. Ali, ce que vous êtes des extraterrestres. Les mecs, c'est des extraterrestres, ils regardent pas la mais, télé. Mais oui. Non mais Ali, Ça fait 30 ans. sois franc Ali, pas comme les autres là. Tu regardes la télé? Oui, j'ai regardé un peu les matchs. Bon, Et t'as puis- pas regardé le reportage qui a été extrêmement décrié, diffusé par M6. Je vous propose un extrait de ce Sur, reportage qui s'intéressait à l'islam radical, Ah oui, ça oui, j'ai vu aussi un peu à la fin, notamment mais c'était tard, à ça. Roubaix, Oui, oui. à Marseille. Un chauffeur de bus qui veut pas serrer la main aux femmes. Enfin, il y avait tous les ingrédients Tous les gros clichés. pour passer une belle soirée devant Zone Interdite. Écoutez. Dans ce petit livre de 130 pages, les femmes ont plus de devoirs que de droits. Comme par exemple, l'interdiction de mettre son mari en colère, de se refuser à son époux ou encore de demander le divorce. Et ça marche bien en ce moment? Non, mais ça marche tout le temps, ça. Et franchement, c'est un grand classique. Il faut savoir que le chef qui a fait ça, c'est un savant algérien. Il est vraiment au courant de ce qui se passe en France, etc. Les mentalités, c'est plus ou moins les mêmes, donc ils ont l'habitude. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Je vais te donner parce que j'avais jamais vu ça sans visage. Sans visage, ouais. Sans yeux? Oui. Et pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Ils n'ont pas de visage. Pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Parce que normalement, islamiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Moi, si je vous tends la main, est-ce que vous la prenez? Non, je vous la prendrai pas. Parce que ça parle de convictions religieuses. Dans ma culture, dans mes convictions religieuses, les femmes, je les salue oralement. C'est une marque de respect. C'est que je vous respecte tellement que je préfère pas vous serrer la main, parce que nous, les femmes, on les considère comme des reines. Vous voyez? Voilà, un petit extrait. Alors, je vous ai épargné l'école de Marseille où les petites filles et les petits garçons sont séparés. Les petites filles portent le foulard, etc. Il y a eu une inspection d'ailleurs de l'éducation nationale. Reportage extrêmement décrié hier sur Zone Interdite. Votre réaction à 3 mois de l'élection présidentielle, Nadia? Christophe, Oui. je veux juste te dire qu'à un moment donné, on n'est pas... Enfin, mis à part si on est des ovnis et qu'on ne connaît pas l'histoire médiatique de la France et de la région parisienne depuis 30 ans, c'est bis repetitas quand même. C'est qu'à chaque élection, on agite le spectre du musulman, du droit des femmes. Ouais, il y a quand même des tarés, Nadia, faut pas le nier non plus. Oui, il y a des tarés. Non, mais faut le dire, Oui, mais il y en a. Mais moi, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Quand tu vas dans cette librairie de Roubaix, d'ailleurs, une ville d'ailleurs qui a été quand même fortement décriée, enfin salie d'ailleurs dans ce reportage, où on voit qu'il y a 40% de musulmans dans cette ville et que le maire continue d'accorder des subventions pour du clientélisme. Il y en a, mais est-ce que c'est mais justement ce type de reportage, il faut le montrer. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas le montrer, il faut le montrer. Mais est-ce que ça représente, comme d'habitude, nous tous, enfin tous les Français d'origine musulmane ou qui ont une culture musulmane, est-ce que ça représente tout le monde? C'est comme d'habitude une petite frange qui empoisonne les autres parce que avec ce type de reportage, la personne qui n'y connaît rien va stigmatiser et va vulgariser donc, faut en rien se dire. disant... Non, il faut dire. Bah, je sais pas, quand on le dit, Faut ça dire. va pas, quand on le dit pas, Non, ça va pas. il faut dire que oui, ça existe, Ouais. mais c'est pas la généralité. Et nous, on est là aussi, enfin j'espère avec les personnes qui sont avec moi autour de cette table, pour dire que oui, ça existe, mais heureusement, c'est pas la généralité. Ouais. Heureusement. Bon. Et on fera le nécessaire pour dire que ce n'est pas ça, le vivre ensemble et l'islam sous certaines conditions. Non. Il y aura toujours des personnes qui seront à l'extrême. Je vous laisse la parole, messieurs. Ali, le grand. Oui, alors, quelle est la portée d'un tel reportage? Je pense que la portée d'un tel reportage, c'est de montrer que les institutions de notre pays sont très faibles. Puisque si on laisse se développer dans des pays des pratiques que même nous, en tant que musulmans, on en est choqués. Genre, moi, mes poupées, pas serrer la main, je sais pas, moi, il y a des choses, je sais pas, moi, je comprends pas. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que les institutions ne font pas leur travail. Donc, c'est déjà la problématique. Moi, je me sens pas responsable de ça. Hein. Oui. En aucun cas. Je ne suis pas du tout responsable, au contraire. Alors, non seulement il y a la méconnaissance, il y a de l'ignorance, mais ce genre de reportage a aussi pour but, malheureusement, et ça, je vais un peu dans ton sens, la notion de manipulation. Derrière, effectivement, voilà, derrière la portée. Moi, j'imagine le type qui s'appelle Pierre ou Isabelle qui regarde un tel reportage.
le lendemain matin, quand elle voit un Ali ou un Mustapha ou une Sabrina, dès qu'on va lui parler d'islam, elle va factoriser la religion à ce qu'elle a vu sur M6. Ouais. Voilà. Donc on se dit, et c'est là où tu as raison, c'est-à-dire qu'on minimise le maximum et on maximise toujours le minimum. Donc là, on prend des cas. Moi, ces gens-là, je me dis, mais où est le ministère de l'Intérieur ? Comment est-ce qu'il y a des gens en France qui développent, je ne sais pas, des courants wahhabites, alors que nous, on est de tradition malikite, par exemple, en France, voilà, par exemple, on est des sunnites. On n'a rien à voir avec ces pratiques-là. Donc, il faut les dénoncer. Et comme disait Christophe, ça, aujourd'hui, il faut les dénoncer. Mais maintenant, quelle est la responsabilité des parents aussi, de mettre des parents dans des écoles bizarres. Il y a des parents, il y a des grands-parents qui ne donnent pas leur caution face à ce que font leurs enfants et leurs petits-enfants, parce qu'ils me disent, on les a pas élevés comme ça. Oui, mais Nadia, c'est toi qui fais le choix de mettre, par exemple, ton enfant dans une école qui d'ailleurs n'est pas forcément reconnue, dans une école peut-être où on te dit il va y avoir des cours d'arabe, en fait c'est des cours religieux. Quand tu vois dès l'âge de 3-4 ans on apprend des sourates, c'est très bien, tu vois, pas de souci. On n'applique pas les programmes. Voilà. Mais Christophe, regarde, le but de ce genre de reportage, on n'est pas du tout dans la raison. On n'est que dans l'émotion. On est là, on a peur, on regarde. Même nous, on est choqués. Donc, ce genre de reportage-là, je dis bien que ça prouve la fragilité des institutions. Il y a un ministère de l'Intérieur, il doit faire son travail. D'accord, voilà. Ali, il y a des responsabilités. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi, pardon, les mots sont forts, mais c'est exprès. Oui. La lâcheté de la communauté musulmane aussi, qui fait pas son travail. Pardon, hein. Oui, mais alors, lâcheté et je parle pas des gens comme vous. Non, attendez. Allez-moi laissez-moi terminer. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je parle pas des gens comme vous, évidemment. Je parle des responsables religieux qui sont carrément absents des instances religieuses, qui sont carrément absentes de toutes ces dérives auxquelles on assiste. Et elles sont responsables, pardon. Voilà. CCIF. Gamal. Pas que le CCIF. D'abord, oui. Comme dirait l'autre, il faut être un peu sérieux. Pourquoi on ne l'est pas ? Non, faut être un peu sérieux quand on parle d'un objet ridicule comme cette chaîne de télévision qui est une chaîne privée, M6. Il parle de quoi ? Il parle pas de musulmans, il parle d'une ville, une des plus pauvres de France, avec un taux de chômage extrêmement élevé et totalement abandonnée, dans une misère sociale où 40% de la population est d'origine maghrébine. C'est ça. Il parle de gens exclus, parqués, oubliés de cette fameuse république qui prétend avoir perdu des territoires et qu'elle les a abandonnés. Ouais. Il parle de gens qui sont marginaux, c'est de la marge, ultra-marge. Et j'ai envie de dire, et alors ? On s'en fout complètement que quelqu'un ait une poupée avec des yeux ou pas des yeux. Ça le regarde. Les Mormons aux États-Unis vivent en autarcie, ils emmerdent personne. Je suis pas favorable au wahhabisme, je le déteste. Voilà. C'est le postulat. Mais ça va changer l'économie du pays, ça va changer le vivre ensemble, ça va changer le bien-être. Tout le monde s'en fout. La vérité, c'est quand on montre ça, on veut montrer qu'il y a des barbares dans ce territoire, des incapables, des incultes, des gens rétrogrades. L'objectif, mais qui restent dans leur coin, on s'en fout, ils ne nous intéressent pas. Le problème, c'est que ces gens qui font ces reportages, je vous rappelle un peu le contexte, musique accablante, des types avec des voix transformées, des types qui ont un discours du Front National d'origine maghrébine, attention, ils ne serrent pas la main des femmes, ça fait 2 ans qu'on ne sert plus la main des femmes d'ailleurs. Attention, ils se voient la face, ça fait 2 ans qu'on se voit la face aussi. Attention, ils ne sont pas comme nous, mais ça veut dire quoi ? Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez voir un peu la méthode qui est dégoûtante, qui s'appelle « Même si on a des radicaux, ils sont radicaux ». Si vous connaissez les Lubavitch, vous les connaissiez un petit peu, comme je les connais, vous sauriez que ce sont aussi des radicaux juifs. Par contre, on fait jamais de reportage sur eux. Mais non, c'est normal, parce qu'on leur a cassé la figure il y a 70 ans et que maintenant c'est bon. Les Français peuvent plus s'autoriser à être aussi sauvages qu'ils l'ont été. Sauf qu'à l'époque, vous savez ce que disaient les Allemands et les Français de ces gens-là ? Des Juifs en l'occurrence, ces gens qui ne sont pas comme nous, comme disaient ces gens-là. Ils disaient quoi des Juifs ? Ils disaient qu'ils ont des rites barbares, qu'ils ont des méthodes pour couper, pour tuer leur viande, qu'ils appellent donc des méthodes sacrificielles, rituels qui étaient barbares, parce qu'ils les égorgeaient aussi, comme les musulmans, qu'ils voilaient leurs femmes, alors pas avec un voile, pour être plus discrète, avec une perruque, qu'ils ne touchaient pas l'électricité le week-end, qu'ils avaient des mœurs étranges avec leur façon de prier en faisant des invocations de devant à l'arrière, comme ça, en se balançant. En somme, c'était des extraterrestres qui méritaient largement ce qui leur arrivait. Et ils étaient exclus dans des ghettos sociaux. Aujourd'hui, on appelle ça des ghettos sociaux. C'est ce qu'on disait d'eux à l'époque. Non, ce qu'on disait d'eux à l'époque, et ce qu'on n'ose plus dire aujourd'hui, parce que certains des plus gros racistes français qui existent toujours, il faut être très clair, le racisme existe partout, mais en France, ça existe. Il parle de la communauté. Je trouve que c'est la communauté, mais certains des plus gros racistes n'osent pas sortir du bois. Je prends un exemple très clair. Je parle d'un personnage que j'ai eu l'occasion de croiser à Tanger une fois, Yann Moix. Yann Moix, quand il a fait HEC, en province,
Il a fait un bouquin, une bande dessinée extrêmement violente, ultra antisémite, négationniste, il n'y a pas eu de camp de concentration, bref. Il y a le Moix qui était déjà un adulte à ce moment-là. Sauf que ça témoigne d'une chose, ça témoigne d'une réaction épidermique qui a existé dans ce pays, qui existe moins aujourd'hui parce qu'on est éduqué à l'endroit des communautés qui étaient faibles à l'époque, la communauté juive. Aujourd'hui, la communauté faible, c'est les musulmans. J'ai envie de vous dire, mais qui nous défend quand un reportage aussi sale, orienté, à charge, caricatural arrive? Quand on prend 3 pèlerins, ils sont quoi? Ils sont 2000 personnes? 2000 personnes sur 67 millions, il n'y a pas un problème. Mettre la focale sur des hurluberlus que je trouve ridicule, moi, à mon sens. Le coup des poupées sans les yeux, c'est pathétique. Mais ça, c'est du littéralisme imbécile qui a été importé de qui? De l'Arabie. De la part de ces Haroubis, comme on les appelle nous, qui sont des arriérés. Bon, Gamal, il faut que tu te taises maintenant, parce que j'ai de la pub. Et on écoute Lounès aussi dans un instant. On écoutera aussi David Guiraud, là, qui était l'invité de CNews ce matin, dans la matinale. Donc un membre de l'AFI, qui a à peu près ton même discours. À tout de suite. Ouais, je crois qu'on va te recaser, toi, l'AFI, bientôt. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Nadia Cherif. Elle est dans la finance, elle, Nadia Cherif. Oui, tout à fait. Dans le yoga aussi. Voilà, Gamal Abina, il est fondateur des droits civiques, l'association. C'est quoi, c'est un collectif, une asso? C'est une association. Une association. Ali, lui, est directeur commercial, il blague pas, lui. Voilà. Bon, il y a un auditeur qui me dit Christophe, t'as raison. Ah bon? Il a envie d'être invité, Je veux l'entendre, Mamadou me dit, Christophe, tu as raison, c'est aux musulmans de régler le problème, c'est pas à l'État. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Ah non, alors là, Christophe. Non, mais Christophe, arrêtez de dire Christophe. Christophe, alors là, on va juste essayer de dire pourquoi. Je Philippe, si tu veux. Non. Christophe, regarde. Alors vas-y, Ali, pourquoi? Christophe, imagine que tu as un gamin de 17-18 ans qui veut s'intéresser à la religion. Oui. Voilà. Et ben, qu'est-ce qu'il va? Il va aller vers des structures à vocation religieuse. Donc, c'est la mosquée, une école et tout ça. Toi, tu connais la religion à ta façon, il va aller là-dedans. S'il y a l'endoctrinement qui est fait de façon pernicieuse et perfide, bah, ton gamin, tu verras que petit à petit, il y a un travail qui est fait, une forme de secte. Petit à petit, ton gamin, il va rentrer. Bon, moi, dans ma famille, pour ne cacher, j'en ai un qui en a été victime. Dieu sait qu'il était quand même plutôt même brillant à l'école. Et du jour au lendemain, petit à petit, sur un travail, ben, il a tout abandonné pour adhérer vers cette secte-là. Moi, je te dis, Christophe, la responsabilité, elle incombe totalement aux institutions. Tu ne peux pas laisser en France se développer ces espèces de sectes. Et le pire, c'est quoi, comme je te l'ai dit pendant la pub, il y a un problème économique. Ces gens-là, il n'y a rien. Il y a des problèmes économiques dans cette ville. Il y a un taux de chômage qui est l'un des plus élevés. C'est l'une des villes les plus pauvres de France. Mais t'en fais ce que tu veux de cette ville-là. Demain, tu peux la rendre jamaïcaine, si tu veux. Hein. Tu ramènes des rastas, tu ramènes du shit, ils vont tous devenir des fumeurs de shit. Il n'y a plus de CBD. Tu pourrais la rendre raélienne, tu pourrais rendre ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Quand les gens disent on laisse les quartiers, c'est pas on laisse les quartiers, c'est qu'il y a une véritable faille de la part des politiques et une véritable, moi je dis toujours, la notion d'incompétence. Ce maire de Roubaix, il s'est pas levé un matin, il s'est dit tiens, il y a des mosquées. Alors ce matin, j'entends des boucheries halal. Magasins communautaires. Oui. Alors maintenant, on parle de ça partout maintenant. Donc le problème des reportages de M6, c'est qu'on est dans le sensationnel et dans l'émotionnel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les boucheries, Attrape, c'est la même chose. Orly on vous a dit ça, Orly. Et maintenant, on rentre dans un délire. D'abord, il faut utiliser le bon terme. Je ne peux pas utiliser le terme de reportage quand c'est un outil de propagande. Quand on fait un reportage, on ne met pas de la musique anxiogène, on ne prend pas des gens qui se masquent, on y va dans le je veux dire, si vous faites le même reportage avec une musique gay, avec des types qui n'ont pas une voix masquée, avec un... je sais pas, tu vas pas mettre une musique gay quand tu parles d'un livre où justement la femme, elle a aucun droit, qu'elle doit fermer sa gueule et qu'elle doit... Non, si, parce que tu peux le ridiculiser. Tu peux pas mettre une musique de Pump It Up, quoi. Non, mais tu peux éviter la musique, par exemple, mais tu peux ridiculiser le fait de dire, par exemple, que les poupées sont sans visage. C'est ridicule, on est d'accord. Tu peux très bien dire, voilà, le problème de cette zone-là, c'est qu'il n'y a pas d'éducation, c'est qu'effectivement, il y a un islam un peu ignorant qui est arrivé, un islam qui était favorisé au demeurant, d'ailleurs je le rappelle, et surtout c'est qu'effectivement l'oisiveté et le côté désœuvré des gens conduit à ça. Je vais vous raconter une petite histoire très rapide, d'accord? Parce qu'on parle beaucoup d'abandon. Ils nous attaquent sur le financement des mosquées, très bien, ça ne va pas venir de l'extérieur. Ok. Ils attaquent sur le financement des pays d'origine. Très bien, ça ne doit pas venir des pays d'origine. Ils attaquent sur l'opacité des financements parce que la communauté arabo-musulmane n'est pas très riche. Très bien, on continue. La blague ne s'arrête pas. Ils refusent, au nom de la laïcité, des séparations de l'Église, des églises et de l'État, en l'occurrence, on dit une église, de financer les mosquées. Très bien. Eh bien, on a quoi? On a des gens qui ont fait des mosquées dans les années 90 dans des caves. Moi, j'ai le témoignage d'une amie qui m'a raconté, j'ai pas connu les mosquées des caves, j'allais à la mosquée de Paris, donc le problème ne se posait pas. Elle m'a raconté la mosquée des caves. Vous rentriez dans une mosquée en sous-sol, il faisait froid, les tapis étaient sales parce que le sol était sale, en dépit de tous les efforts qu'elle faisait en l'occurrence, pour nettoyer. Et elle priait avec la descente des toilettes
qu'on entendait distinctement. C'est-à-dire que les conditions réunies pour faire une prière saine après ablution étaient inexistantes parce que la municipalité refusait le minimum syndical, à savoir un lieu de culte décent. Donc la question qui se pose, si on dit que l'État doit agir, et l'État doit agir, c'est de garantir que les financements se fassent de façon transparente, avec des levées de fonds, avec une participation de l'État, et surtout de garantir effectivement que le discours de gens qui sont complètement déstructurés mentalement, qui ne sont pas instruits, qui ne connaissent pas la tradition arabo-musulmane et qui sont réduits à celle des saoudismes, que ces gens-là soient écartés au profit de gens éduqués. Et cela, c'est facile à conduire, mais ils ne veulent pas le faire parce que ça arrange les reportages caricaturaux comme cette horreur que je n'ai pas vue. Karim est avec nous au standard 01 40 33 9000. Salut Karim. Bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Moi je l'ai vu un petit peu, puis après j'ai fermé parce que j'en avais marre. Mais je veux dire, c'est pas le premier et ça sera pas le dernier. De toute façon, ça sera toujours comme ça. À partir du moment où on s'en prend à une communauté qui non seulement ne réagit pas, mais en plus ceux qui font ce genre de reportage prennent du galon. Hein, c'est comme vous prenez n'importe quel homme politique, il n'est pas connu. Comment je pourrais être célèbre? J'ai pas d'idée économique, j'ai pas d'idée pour redresser la France, j'ai pas d'idée pour résoudre le chômage. Tiens, ben hop, il sort sur les Arabes, les musulmans, et demain il est sur CNews, il est sur RTL, il est partout. Il faut pas oublier que. Ouais, mais Karim, moi, je vous dis sincèrement, Karim, je vous dis sincèrement, ça commence à m'agacer votre victimisation à outrance. Je vous le dis sincèrement, je vous le dis direct, hein, franchement. Moi, j'en ai marre. S'il y avait dans cette communauté des gens qui avaient fait HEC, qui avaient fait Sciences Po, qui avaient fait des écoles, et il y en a plein, bien sûr. Mais s'il y avait que ça, et voilà, il y aurait rien à montrer. Le problème, c'est que voilà, il y a une minorité d'imbéciles, de crétins qui salissent cette communauté, et les médias, ils font quoi? Évidemment, ils vont chercher ça, ils vont chercher là où ça fait mal. Mais à chaque fois qu'il y a un reportage ou quelqu'un qui va dire quelque chose, au lieu d'aller de le contredire avec des arguments entendables, valables, on se fait passer tout le temps pour des victimes, on est en train de pleurnicher. Moi, ça m'agace. Christophe, Christophe, sois sérieux. Non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux, moi. Ça fait 25 ans que j'entends ce type de pleurnicherie, j'en ai marre. C'est pas la pleurniche, c'est des faits indiscutables. Ça fait 40% de chômage dans les banlieues, c'est 4 fois le chiffre national. Quand on crée de l'oisiveté, de la misère sociale et qu'il n'y a pas d'avenir, les gens vont dans la radicalité, c'est normal. J'ai envie de te dire, quand tu vis dans un immeuble pourri, qui n'a jamais été ravalé en 30... J'ai vécu dans un immeuble pourri, c'est pas pour autant que j'ai dévié, Gamal, arrête. Christophe, quand tu as un CV, moi j'ai envoyé mon CV à 150 sociétés, pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a un système d'exclusion racialisante en France qui existe. Faut pas se raconter l'histoire. Tu me parles de victimisation, mot que je déteste parce que c'est pas du français, mais on utilise le terme. Quand on dit que le problème c'est l'immigré, c'est qu'on fait semblant de ne pas voir que le problème c'est le patron. On refuse l'emploi à ces gens, on refuse l'école à ces gens. Allez faire entrer un enfant dans une grande école en France, vous allez voir s'ils vont l'accepter. Je dis pas que ça n'existe pas. Non, c'est pas que ça n'existe pas. Le problème il est là. Si quelqu'un a quelque chose à perdre, il va pas se perdre là-dedans. C'est parce qu'ils ont rien à perdre qu'ils vont n'importe où. Quelqu'un qui va se droguer, c'est pas parce qu'il aime la drogue. Ouais, mais t'as des gens qui viennent de ces quartiers pourris, comme tu dis, et qui s'en sortent fort bien parce qu'ils ont travaillé. Minorité. Pourquoi minorité? Minorité, ils ont travaillé comme des chiens. Et c'était vous en êtes un illustre exemple. Oui, mais c'était tous les trois, par exemple. Tu rigoles ou quoi? Je te raconte mon parcours. Non, mais voilà. Attends, Christophe, excuse-moi. Je vais te raconter, on va être très clair, d'accord? Je vais te dire un truc, Christophe, pour sortir les vite fait parce que j'ai la pub. Merci Karim, en tout cas. Juste après la pub, alors. Ouais, vas-y, juste après la pub. Non, mais Christophe, alors juste moi, il y a aucun discours de victimisation. Moi, je vais dans ton sens. Il y a deux problématiques. Il y a les institutions et il y a les parents aujourd'hui. On doit faire attention. Mais attention, moi, je suis peut-être encore plus exigeant à ton égard. C'est vrai qu'il y a une responsabilité. Moi, par exemple, j'ai des enfants. Il est hors de question. C'est mon choix. Il est hors de question que mes enfants aillent dans quelque mosquée que ce soit. Parce que je ne veux pas. J'ai cette crainte, effectivement. Alors, on en parle dans un instant, ne bouge pas. À tout de suite sur France Maghreb. 01 40 33 9000. On parle sans détour ici et sans langue de bois. France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous. Ici, on parle en toute liberté, sans langue de bois, et on parle des choses vraies, les amis. De notre réalité aussi à tous, avec Ali, directeur commercial, Nadia Cherif dans la finance et dans le yoga, Gamal Abina, MDC, fondateur du MDC, pour l'instant en sommeil, 01 40 33 9000. Ah ouais, ça y est, c'est reparti. Bon, on parle de ce reportage de M6, et donc autour de cette table, vous êtes tous en train de dire, voilà, reportage à charge d'un Non, pas reportage, outil propagande. Ouais, propagande, et j'ai entendu plein de trucs, hein, évidemment. Moi, je m'interroge quand même, parce que je veux dire, effectivement, alors on peut dire ce qu'on
qu'on veut, d'un reportage à 3 mois d'une élection, visant peut-être encore à stigmatiser. Ça, on est d'accord. Ils se sont réveillés aujourd'hui. Il n'y en a pas eu qu'un, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier non plus. Mais je veux dire, ce genre de choses existe et c'est ça moi qui m'inquiète. En fait. Je vais te poser une question. Oui, pose-moi une question, Gaban. D'habitude, c'est moi qui pose des questions dans cette émission. C'est intéressant. Il va te mettre la pub dans 3 secondes. Ouais, tu vas voir, ça va être vite fait. Tu sais, moi, je suis assez vieux pour avoir connu les années 80 et donc avoir connu cet espoir qu'avaient ces jeunes maghrébins, qui n'étaient pas encore français d'ailleurs, quand ils ont fait la marche pour l'égalité. Ils n'étaient pas du tout islamisés, ils n'étaient pas du tout dans le délire retour au pays, ils pensaient qu'ils seraient en France, contrairement aux parents qui avaient ce mythe du retour, et ils ont tout fait pour s'intégrer à telle enseigne qui sortait avec des Françaises, ils se tapaient de la bibine, ils prenaient du porc, ils respectaient rien de la religion. Je demande pas ça, attention. Non, mais je te dis, c'est ce qu'ils ont fait, c'est pas ce que tu demandes, ils ont fait ça. Moi je demande rien en fait. En 10 ans, ils ont été liquidés. Ils ont été liquidés, on n'a reçu aucune de leurs revendications. Évidemment, le racisme, c'est très bien parti. Le problème reste identique. Non, mais justement, la problématique qui se pose, c'est quoi? C'est pas de savoir vers quoi on va et pourquoi on y va. C'est de savoir pourquoi on est parti de là. La problématique en France, c'est pas une problématique religieuse. Ça, c'est ce qu'on appelle le remplacement parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de système social. Les banlieues rouges ont disparu. Il n'y a plus d'organisation qui les soutenait. C'est sous-jacent. Le problème, c'est un problème social et un problème d'exclusion raciste. Non, mais c'est très clair. Mais l'exemple concret, par exemple, tu envoies ton gamin dans des cours d'arabe et tu reviens et il commence à te donner des cours de religion. Tu lui dis, oh là, on va regarder. Oui, mais alors maintenant, je vais te répondre. À qui la faute? Moi, aux parents aussi. Non, pas aux parents. Non, à l'institution de l'État. Nous, on a eu la chance d'avoir à l'école française des cours d'arabe. Un beau jour, cette bande de fachos, je vais parler de direction politique, quand je parle des fachos, la politique, je précise toujours, c'est pas la population ne fait que subir. La politique a dit, on arrête les cours d'arabe. Il y a même eu une polémique récemment pour ça, alors que ça se passait très bien à l'école. Oui. Et donc, c'est vrai. On nous coupe les cours d'arabe. C'est pas une langue noble, c'est pas l'italien, c'est pas l'espagnol. Quand vous retirez l'arabe dans les langues, dans les établissements de la République, qu'est-ce qui prend le relais? C'est les mosquées. Et les mosquées vous disent, venez apprendre l'arabe, on vous redonne votre culture. Et le problème de ceux qui disent ça, c'est les types qui ont été arabisés par l'islam. Donc la problématique, c'est pas de savoir. L'islam n'est pas la problématique. L'islam, c'est la conséquence d'un problème qui est un problème de rejet et d'exclusion. Maintenant, tu dis, juste pour conclure rapidement, tu dis on pleurniche, machin. Non, il n'y a pas à pleurnicher, il y a des faits. Aujourd'hui, la montée de l'extrême droite, c'est pas nous qui l'avons créée, c'est bien l'État français. Oui, mais la montée de quelques gens, des illuminés qui se disent. Qui encore il y a pas longtemps allaient en discothèque, faisaient pump-up avec des femmes et d'un seul coup veulent plus serrer la main aux femmes. Pourquoi ils y vont plus aujourd'hui? Et pourquoi ils y vont plus en discothèque? Parce qu'elles sont fermées. Non, pas parce que ils y vont plus parce qu'elles sont fermées à ces gens-là. Ouais. Ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'y vont pas parce qu'ils sont au chômage. 90%. Christophe, arrête, t'es sérieux là? Il y a un moment donné où moi on peut le dire quand même. Il faut pas, c'est pas de la langue de bois que de dire qu'à un moment donné, moi je suis une fille, j'ai toujours eu cette possibilité d'aller où je veux. Oui, une femme, mais c'est pas pareil. Mais j'ai des frères. Ouais. J'ai des frères et j'ai des cousins et j'ai des gens autour de moi. Mais je pense quand même. Avant qu'on accueille Mohamed. Voilà, au-delà de tout ça, je pense que ce qui est important, c'est qu'on. Nos parents, quand ils sont arrivés en France, il y avait un modèle de société. Il faut toujours faire un peu d'histoire parce que c'est comme ça qu'on comprend. Nos parents sont arrivés ici. Il y avait un modèle. Alors effectivement, il y a l'école. On allait à l'école élémentaire, l'école primaire, le collège. Qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? Il y avait cette notion, effectivement, non pas la notion d'utilité pour les enfants. Moi, je suis, et je vais peut-être choquer des gens, que la personne à côté soit raciste, à la limite, c'est pas mon problème. Moi, peu m'importe. À la limite, je ne vais pas passer mon temps à essayer de lui faire changer d'avis. Moi, je veux voir ce que je peux faire. Je ne vais pas passer mon temps à étudier ce qu'il pense de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que moi, je peux faire. Maintenant, est-ce que dans ces villes, dans ces quartiers, on peut faire des choses. Il faut arrêter, je pense, toujours on assigne à résidence des jeunes dans les quartiers en disant les quartiers, le racisme, tout ça. Ben le jeune, dans ces cas-là, il est déjà condamné à avoir une vie qui va être une vie chaotique. Il faut qu'on arrête ça. Que ce soit difficile, j'en conviens. Pour des problèmes économiques, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord. De repères, ils ont besoin de bons repères. Mais on ne peut pas passer notre temps à nous dire, soit on va jouer aux victimes, ou le type à côté raciste. Le problème de la religion aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça vient combler un vide, un manque. Absolument. Moi, si je fais des études, j'ai pas le temps d'aller penser à faire autre chose parce que je suis focusé là-dessus. Quelqu'un qui travaille, la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe?
on se rend compte. Et c'est pas lié au fait d'être maghrébin, musulman. Ça n'a rien à voir avec ça. Un être humain, on va combler son vide avec quoi? Avec des gens comme ça qui arrivent avec des théories, mais complètement absurdes. Et nous, là, derrière, moi, ce qui m'embête, en fait, c'est qu'on s'accapare ce problème. Et là, Christophe, moi, je suis d'accord avec toi. Bien entendu, il y a la responsabilité des parents. C'est indéniable. Les parents doivent aujourd'hui faire de plus en plus attention. Comme on doit faire attention avec les réseaux sociaux, comme on doit faire attention avec le téléphone, parce que c'est des outils qui peuvent malheureusement, quand ils sont mal utilisés, comme les jeux électroniques, tout dans l'absolu, les parents doivent être là pour réguler. Ils ont ce rôle-là qui est fondamental. Le problème dans ces quartiers-là, c'est que ces gens-là manquent de repères et on passe leur temps, au lieu de venir leur apporter des solutions, de les faire rêver, de leur dire que tout est possible, qu'il faut peut-être plus travailler, qu'il faut de l'effort, qu'il faut de repères. Voilà, ça c'est important. J'aimerais bien répondre à ça. Ça, je répondrai aussi après. Voilà, bon, je vais parler d'un cas personnel, d'accord? Je parle de mon propre cas. Voilà, on va parler de choses qui fâchent. J'ai 53 ans bientôt. Ouais, maintenant. Leiberg. Chocolat. Amine, je suis encore là. 53 ans, d'accord? Ouais. En 53 ans, j'ai monté ma boîte tout seul parce qu'on ne voulait pas de moi dans le travail. Mes diplômes, hors de question, c'est pour les femmes. Voilà ce qu'on me sentait. J'entendais ça en direct live dans les boîtes d'intérim. On ne prend pas dans la comptabilité des hommes. J'ai envoyé un copain à moi, Maxime. Il a été immédiatement recruté. J'ai compris le message, il était clair. 5 boîtes d'intérim, 5 refus systématiques. Ça, c'est ce que j'ai connu à la belle époque des années 90. En 40 ans, 35 ans, on va dire, 35 ans d'activité, j'ai jamais eu 1 centime de financement d'une banque. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. J'ai tout autofinancé parce qu'on n'a pas accès au crédit. Et maintenant, je vais être très précis, parce que je veux bien entendre les miracles de pouvoir travailler, faire plus d'efforts. Sauf que l'accès au crédit n'existe pas dans ces quartiers-là, parce que quand on est bougnoul dans ce pays, quand on est c'est une étude qui a été faite, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été fait par un établissement américain. Non, je finis. Une étude faite par un établissement américain qui était claire. Pour avoir accès au crédit ici en France et qu'on s'appelle Mohamed, on a 8 fois moins de chances qu'un Européen. Maintenant, je finis mon propos. Je finis au propos. J'ai jamais eu accès au crédit, on me l'a refusé systématiquement, à telle enseigne qu'on a fait un établissement qui s'appelle l'ADIE, A-D-I-E, qui est une association et qui fait l'intermédiaire pour qu'on puisse avoir combien 5 000 € pour démarrer l'activité. C'est ça la réalité. Et ça, je vous invite à aller vérifier auprès de l'ADIE. Pas ce que je vous dis. Les faits, ils vont vous expliquer la difficulté pour les quartiers d'obtenir le moindre petit financement. On ne donne rien parce qu'il faut des cautions. Les parents ne peuvent pas être en caution. Mais dans ce cas, c'est un autre sujet. Dans ce cas, ça veut dire la culture, les réseaux, la et l'origine ethnique. Et l'origine ethnique, mais quand on a les réseaux, l'origine ethnique, elle est présente. Non, je te parle. Justement, c'est ça qu'il faut acquérir. Il faut acquérir. Il faut que nous, on s'entraide entre nous. Il faut aussi qu'on accède. Et là, je rejoins Ali, où les enfants, les parents sont responsables, mais à nous aussi d'arrêter de faire en sorte que dans les villes, et justement les villes où il y a des populations immigrées fortes, ou dans les villes de banlieue à communauté maghrébine, arabe, moi je parle de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, ces zones-là, qu'on fasse place à la culture et qu'on fasse place justement aux projets académiques pour les enfants et leur faire comprendre qu'ils ont le droit plutôt que du farming. Excusez-moi de vous dire que dans certaines villes, c'est du farming. On les laisse là, c'est pas grave, ils restent comme ça. Du farming. Mohan est avec nous. Ça veut dire qu'on les laisse vivre comme ça. Mohan, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Mohan. Tu nous appelles d'où, mon Mohan? En tout cas, je vous remercie de... C'est pas ma question, tu nous appelles d'où, Mohan? Allô? Ouais, tu nous appelles d'où? De Colombes. De Colombes, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe, Mohan? Vas-y, on t'écoute. J'ai 2 choses à dire. Donc, il y a une chose déjà, c'est que il n'y a pas si longtemps, c'était avant l'histoire Charlie, enfin des attentats, Charlie Hebdo et au Bataclan, il y avait des imams qui passaient à la radio, c'est pas dans des caves, qui racontaient qu'on appelait les imams, ils disaient, il essaie d'expliquer que les femmes qui faisaient tant de kilomètres ou tant d'heures, elles étaient obligées d'être accompagnées. Oui, c'est ridicule ça. Tu parles de quoi des imams. D'un côté, il faut qu'elle soit accompagnée d'un homme, sinon on peut pas se déplacer. Tu parles des imams sur quoi? À la radio? Des radios communautaires? Ouais, la radio, oui. Pas ici en tout cas. Non, mais je dis pas la radio. Ouais. Mais en tout cas, je l'ai entendu. Ouais. C'est vrai. Un imam qui disait ça, donc ça, c'était pas caché. Voilà, donc juste pour vous dire... Ça, après 2015, c'est vrai que ça s'est calmé. Ouais. Et la deuxième chose, il y a une deuxième chose, c'est pour le reportage que je n'ai pas vu. Ouais. Et
il y a un problème pour ceux qui dénoncent un peu ces reportages. Il y a c'est comme la personne qui dit c'est pas moi, j'ai pas fait exprès. D'abord on dit c'est pas moi, ça veut dire j'explique, ça veut dire que ça représente rien du tout. Donc pourquoi? Donc ça c'est pas moi. Et après on explique pourquoi il y a ça. On dit qu'il y a trop de chômage, il y a trop. Donc on explique. Donc ou ça existe, j'ai rien compris, moi. Très peu. Ouais. Et on n'essaie pas. Ou sinon on explique pourquoi il y a ça. Donc s'il y a du chômage, c'est qu'on dit qu'il y a quand même, ça existe quand même et ça existe plutôt beaucoup. Merci Mohamed. Pas tout compris, personnellement. Non, il veut dire que l'explication justifie ou ne justifierait pas le fait qu'il y ait ce genre de dérive. Bon, Jamel est avec nous pour finir son sujet parce qu'il faut qu'on enchaîne. On va pas passer l'émission là-dessus. Ouais. Jamel. Comment ça va? Ouais, toi, Jamel. Comment allez-vous? Ouais. Ça va. Je suis assez d'accord avec ce qu'on a entendu. Tu sais, moi j'ai entendu chômage, je me suis pointé. Et après toi, chômage. Joli. Et j'ai entendu Gamal. Moi je suis en plein cœur dedans maintenant. Ouais, tu travailles à Pôle emploi, voilà. On va dire comme d'hab. Mais c'est vrai que l'ADI, c'est peut-être un des seuls partenaires qui va te donner des fonds, sachant qu'on est limité à 10 000 avec des taux d'intérêt assez élevés. La moitié de l'emprunt doit faire l'objet d'un garant. Absolument. Ça reste quand même des bâtons dans les roues. C'est assez compliqué. Mais pour revenir au reportage d'hier, il faut savoir différentes choses. C'est que ce reportage, on a eu des trucs d'un peu avant, d'un peu maintenant, ça tombe dans une certaine période de campagne électorale. Et c'est surtout qu'il y a un truc qui est très très bête. C'est qu'il y en a qui sont partis avec un procès d'intention. On a demandé à des associations quand même de venir participer et de donner leur avis et elles ont simplement refusé direct dès le départ, sans même échanger. Et c'est peut-être ça le plus dommageable. Parce que mine de rien, peut-être qu'on aurait pu leur donner. Après, c'est vrai qu'on a toujours peur que nos propos soient détournés, qu'il n'y ait pas l'intégralité de l'interview qui fait que c'est tendancieux. Maintenant, on a refusé purement et simplement, et ça, c'est dommage. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'on a, c'est les gens. Moi là, je dis, il y a des cons des deux côtés. Bien sûr. Les gens qui se font engrainer, qui se font entre guillemets radicaliser, même si ce terme, pour moi, c'est bon, j'en ai marre avec la connotation qu'il y a. C'est des gens qui sont paumés. C'est des gens qui sont paumés. Christophe, moi qui vis à Chanteloup-les-Vignes et qui ai grandi dans la ville de voilà, j'ai une certaine chance, je travaille, alhamdoulilah, j'ai eu quelques travers dans ma vie, mais voilà, carré. Derrière, quand tu vois des gars qui tiennent les murs et qu'on les aide à rester dans cette misère-là, une misère sociale, c'est l'exclusion. Hein. Les mecs, ils sont très bien dans leur côté, ils font peut-être plus d'argent que s'ils allaient venir pointer chez moi, à Pôle emploi. Voilà, je pense que c'est plurifactoriel. Il y a tellement de trucs. Bon. Merci mon Jamel. Une bonne claque pour se réveiller. Merci mon Jamel. Allez, on enchaîne puisqu'on est quand même en plein zapping sur France Maghreb 2. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont quitté le Rassemblement National, pour aller chez Zemmour. Le mercato est ouvert. Il aura quitté le navire. Et Marine Le Pen a réagi. Elle est dure. Ce type de comportement, la manière dont ils le font, l'absence de courage, ne serait-ce que de me passer un coup de téléphone pour me dire on s'en va. C'est immoral. C'est ce qui dégoûte, je crois, les Français de la politique. Bien. Donc moi, je voudrais dire aux Français, c'est important quand même, qu'ils ne se fixent pas sur ces gens-là. Ces gens-là, ils sont une minorité. Ouais, c'est une minorité, voilà. Marine Le Pen, elle n'est pas contente, ils l'ont même pas appelée pour la prévenir. C'est une humiliation, surtout. C'est pas bien, quand même. Bon. C'est une humiliation, ça va loin. Et puis, il y a Rachida Dati aussi qui était invitée de RMC ce matin. Rachida Dati, interrogée par Apolline de Manère. Elle trouve que ça manque de souffle, cette campagne. Écoutez. Le souffle, c'est aussi de donner de l'espoir. Et moi, je trouve que le souffle qui manque dans cette campagne électorale, c'est de dire pourquoi on fait cette campagne, pourquoi on veut devenir président de la République. Moi, je vais vous dire, je suis engagée en politique. Pourquoi ? Pour redonner de l'espoir à ceux qui n'ont pas beaucoup, ceux qui ont moins, et de dire ceux qui ont moins, on va corriger ces inégalités. Précisément, Rachida Dati, on vous entend quand même assez peu dans cette campagne. Est-ce que c'est parce que, là je rebondis sur ce que vous dites à l'instant, est-ce que c'est parce que vous trouvez que ça manque de souffle ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que soit vous commentez, comme je disais tout à l'heure, des polémiques, soit on présente un catalogue de mesures. Moi, je trouve que l'élection présidentielle, c'est une élection assez sacrée, assez importante. C'est une vision pour votre pays, pour j'allais dire, les décennies qui viennent. Et donc, il faut entraîner avec vous les Français. Et si vous voulez les entraîner, il faut les entraîner
quelles que soient leurs conditions sociales. Parce que sinon, si vous dites... La droite ne sait plus parler aux classes populaires. Moi, je pense qu'on a un peu abandonné les classes populaires. Et moi, je pense que si vous voulez, pour cette élection présidentielle, si vous n'avez pas le vote populaire, ça sera toujours bancal. Il manquera quelque chose. Voilà. Et je pense que depuis 2002, à l'exception de 2007, non pas parce que... Je vais tirer quand même le fil, parce que Rachida Dati, vous tournez un peu autour du pot. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la campagne de Valérie Pécresse parle aux classes populaires? Mais non, mais c'est toutes les campagnes électorales aujourd'hui. Soit on est focalisé sur immigration, 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 sécurité, sécurité, sécurité. Regardez vos auditeurs. Moi, je vous écoute. De quoi vous parle-t-il? De pouvoir d'achat, voilà, de logement, du prix de l'essence, de leur stress, de l'accès aux soins, des difficultés pour se soigner, des difficultés pour vivre, de leur angoisse pour l'avenir de leurs enfants. Il est là le cœur. Vous allez vous impliquer un peu plus? Je suis dedans. Sinon, vous revenez la semaine prochaine. Hein. Non, mais moi, je reviens comme ça, en parlant directement. Moi, je reviens quand vous voulez. Vous avez vu cette discuter avec les auditeurs, bien au contraire, ça m'intéresse. Quand vous voulez, Madame Dati. Vous venez discuter avec nos auditeurs. Vous êtes la bienvenue ici, sur France Maghreb 2, Madame Rachida Dati. Bon, voilà, aveu du souffle, un nouveau souffle dans la campagne. Non, mais la campagne, elle existe depuis 40 ans. C'est le même type de campagne depuis 40 ans. Donc le nouveau souffle... J'aurais dit 50. Oui, peut-être. Mais il n'arrive pas. Les problèmes sont toujours là. Et ensuite, je reviens à Lee sur la notion de responsabilité. C'est très bien de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais il serait quand même temps que nous-mêmes, nous puissions aussi être force de proposition et acteurs de ces élections et faire quelque chose. Ouais. C'est pour ça que moi, quand j'entends toujours les mêmes discours, et aujourd'hui le Covid à bon dos, les déserts sociaux au bon dos, l'éducation nationale à bon dos, c'est récurrent. Donc moi, je pense que justement, il faut aller voter, c'est vital. Ça, on devient vital parce qu'il faut y aller. 2, trouver vraiment des solutions pour qu'il n'y ait plus de ghettos comme à Roubaix ou comme certaines banlieues, qu'on parle aussi des problèmes des Français, du pouvoir d'achat. Le prix de l'essence, c'est catastrophique. On nous parle d'écologie alors que dans des banlieues où il n'y a pas de transport en commun, il y a 2-3 voitures parce qu'il n'y a pas de transport en commun. D'ailleurs, j'en serai les gilets jaunes vendredi, je leur demanderai qu'est-ce qu'ils foutent. Parce que là... Non, mais ça va être gilet rouge, ça va pas être gilet jaune. Priscilla Lugovski qui sera avec nous, David Libensky, l'avocat des gilets jaunes aussi, invité dans le LG. Jadot, moi j'attends justement qu'ils disent, nous disent, Monsieur Jadot, qu'ils nous disent clairement, qu'ils nous disent clairement, il est écologiste, très bien, mais quand on n'a pas de voiture, on fait quoi ? Donc, est-ce qu'on peut nous rembourser la voiture comme on donne... roules à vélo, c'est tout. Est-ce qu'on peut rembourser la voiture ou bien la donner comme on donne un iPad et comme on donne un ordinateur parce que ça pallie un petit peu à la fracture numérique. Mais là, il y a une fracture française mais majeure. Majeure. Tiens, nos amis du Parisien, pour finir ce zapping, qui ont retrouvé des archives et qui ont retrouvé à l'époque Maître Collard, Gilbert Collard, qui disait que jamais il s'associerait avec des racistes et des antisémites. Aujourd'hui, il a réussi son coup Zemmour, faut lui reconnaître, c'était l'info du jour. C'est donc le ralliement qui fait parler. C'est un ralliement de poids. C'est un poids lourd du Rassemblement national qui rallie Éric Zemmour. L'avocat et député européen Gilbert Collard quitte le Rassemblement national pour soutenir Éric Zemmour à la présidentielle. Je ne m'associerai jamais avec des gens qui, de près ou de loin, exprimeraient de la xénophobie, du racisme. Merci, Gilbert Collard. Tu es fidèle à tout ce que j'ai toujours connu de toi. Dans tes discours, bien sûr, mais aussi dans ton choix de nous rejoindre. La patronne du FN s'affiche avec un ténor du barreau. Gilbert Collard a voté Mitterrand en 81. 30 ans plus tard, il fait son coming out mariniste. Elle est une des rares qui arrivera à casser peut-être la caste du commerce politique. Maître Collard est un grand professionnel et c'est au-delà de tout un ami. Et je pense qu'il est capable aussi de convaincre un certain nombre de personnes de passer le pas. Marine Le Pen a changé complètement le mouvement. Elle a le courage de l'avenir. Elle pose les vrais problèmes. Elle apportera les vraies solutions. Gilbert Collard, c'est la caution antiraciste d'une Marine Le Pen en pleine opération main propre en interne. Je ne peux pas vivre avec ces gens-là. Moi, un antisémite, je lui casse la gueule. Un raciste, je ne le supporte pas, tout le monde le sait. Leurs vieilles conneries qui se les gardent pour eux et qui les mettent dans le formol, c'est tout un autre temps, quoi. Je ne m'associerai jamais avec des gens qui, de près ou de loin, exprimeraient de la xénophobie, du racisme ou de l'antisémitisme. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui. Est-ce qu'il est raciste, Éric Zemmour ?
Antisémite certainement, raciste évidemment. En février 2011, Éric Zemmour est condamné pour provocation à la discrimination raciale. Seconde condamnation définitive, cette fois en mai 2018, pour provocation à la haine religieuse. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui parce que Éric est porteur du courage, c'est-à-dire de la capacité à scier la langue de bois en copeaux. Troisième condamnation pour Éric Zemmour pour provocation à la haine, justement. Éric Zemmour fait aussi l'objet de 4 relax et 9 procédures sont toujours en cours. Ah, j'aime bien ce reportage quand on va chercher un petit peu dans les archives. Maître Collard d'ailleurs qui s'est fâché ce matin en direct chez Morandini avec Julien Audoul. Il a dit, je cite, « C'est à cause d'abrutis et de crétins comme vous que j'ai quitté le Rassemblement National ». Voilà. Audoul qui l'accusait de trahison. Vous en voulez une très belle qui m'a bien fait rigoler à l'époque. C'est Le Pen qui était marrant, le père, je parle. Il a dit à Collard, casse-toi Collard. Ça, c'est une façon de dire effectivement que Collard est une girouette. Il a commencé par être l'avocat contre les crimes d'un Maghrébin dans les années 80. C'était l'avocat de Ben Mohamed. Merci. Et il a évidemment systématiquement tourné sa position. Mais ce qui se passe là-dessus, c'est surtout le fait que, et c'est là où on voit le naufrage de Marine Le Pen, que la plupart de ses capitaines sont en train de la quitter, que des gens de droite commencent à lui rejoindre Zemmour, clairement. Donc le phénomène qui avait été organisé par Macron et Bolloré est en train de fonctionner, puisqu'ils sont en train de casser l'extrême droite, comme à l'époque ils avaient cassé la droite. Le parti de Zemmour devient un refuge, finalement. Puis sincèrement, je sais pas, on parle de Collard, on a l'impression qu'on est en train de parler d'un méga intellectuel qui a révolutionné la France par ses idées économiques, sociales. Ouais. Sincèrement, au bout d'un moment, là, il faut être pragmatique. Et là, nous, on peut dire sincèrement, non seulement c'est un épiphénomène, mais je dirais même plus, je ne sais même pas s'il rend service à Zemmour, parce que moi, si je crée une société demain matin et si je récupère des gens à droite, à gauche, je pourrais me poser la question sur un peu leur probité et leur moralité et leur démagogie. C'est pas la première fois, il y avait Besson qui l'a fait, il y a du monde qui a trahi. Voilà, bon, alors, terminé pour le zapping, il est 17h15. On attend Valls aussi. Ouais, non, lui, c'est autre chose. Oui, mais c'est le meilleur d'entre nous, comme disait Gavin. Il faut qu'on enchaîne parce qu'il est 17h15. Nombreuses réactions politiques des candidats à la présidentielle saluent la mémoire d'Alexandre Martin, Marine Le Pen, Zemmour, Pécresse ou encore le communiste Fabien Roussel, le candidat du PCF qui appelle d'ailleurs à la fin de la présence française au Mali. Cette nouvelle perte fait évidemment et inévitablement ressurgir le débat sur la pertinence, l'intérêt des missions militaires au Sahel. Un drame qui tombe plutôt mal d'ailleurs pour Emmanuel Macron. C'est un événement tragique qui intervient alors que toutes les conditions fixées par le chef de l'État à la junte malienne ont été violées. Pas de partenariat avec la société militaire primo-russe Wagner. Aujourd'hui, on compte 450 et 500 hommes de cette unité paramilitaire sur place. Autre condition, l'organisation également d'élections démocratiques février. Aujourd'hui, la junte ne veut pas en entendre parler et évoque la possibilité notamment de nouvelles élections, mais seulement dans 5 ans. Enfin, la France avait fermement demandé aux Maliens de ne pas discuter avec les groupes terroristes. Et il y a quelques mois, les militaires maliens ont mandaté 2 terroristes chevronnés, 2 cibles de la France d'ailleurs, pour aller dialoguer avec les organisations terroristes. Voilà. Le chef de l'État qui fait un point à chaque conseil de défense, Macron, sur le Mali, semble coincé entre son intention de se désengager et en même temps ne pas laisser le Mali s'effondrer et tomber entre les mains de groupes terroristes. Voilà un petit peu justement dans quoi est Emmanuel Macron aujourd'hui. Alors cette question qui a ressurgi, notamment je le disais par Fabien Roussel, faut-il stopper, faut-il mettre fin à cette opération qui avait débuté en 2013 sous François Hollande, on s'en souvient. 58 militaires sont morts au Mali. Est-ce qu'on arrête tout, on rapatrie tout le monde à la maison? Mais là, j'ai entendu beaucoup de choses, Christophe. Ça, c'est le discours de l'État français colonial. Je suis désolé. Au nom de quoi ces Français arrogants vont au Mali? Ils ont détruit la Libye. Ils ont disséminé le terrorisme. Les gens du GSPC algérien sont au Mali. Que le Mali sont venus les chercher, Gamal. Non, ils ne sont pas venus les chercher. Ils ont demandé à la France de venir les aider à l'époque. Le pantin malien qui était au pouvoir est venu les demander. Le pantin, c'est pas le Mali.
Le peuple mali vient de démontrer plus d'une fois des manifestations de masse, 5 millions de personnes dans la rue pour dire dégagez aux Français. Parce qu'aujourd'hui, les Russes, c'est pas Wagner, ce sont des conseillers militaires russes. Wagner est un mythe qui a été créé pour faire croire que c'est une sorte d'hydre comme ça qui est pas contrôlé par Moscou. Ce sont des conseillers militaires russes. Donc on arrête ou pas? Il faut que les Français rentrent chez eux. Ils ont rien à faire au Mali. Okay. Non, je finis. Les conseillers militaires qui sont au Mali actuellement sont en train de former l'armée malienne et les équipes militairement pour en finir. Et je rappelle quand même que ces mêmes conseillers militaires russes ont été en Centrafrique et ont réglé un problème qui est dégénéré en guerre civile en 6 mois. Je suis désolé, les Français, ça fait 8 ans qu'ils sont là-bas. Leur opération Serval s'est dégradée au fur et à mesure. On se demande ce que font les Français là-bas alors qu'ils sont super renseignés. Il y a un problème. Et Macron est très content en vérité de la mort de ce militaire parce que ça lui donne la possibilité de dire ça. Non, je parle pas de la mort d'un homme, c'est pas le sujet. Je parle du fait que ça lui donne la possibilité de pouvoir partir parce qu'il veut se désengager de ce piège dans lequel Hollande a été mettre la France. C'est une sale guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et ces radicaux doivent être une bonne fois pour toutes. Champion de toute catégorie d'interventionnisme pour sous Hollande. C'est intolérable. Ils n'ont rien à faire dehors. La France est un pays en difficulté économique. Il y a des difficultés internes. Donc on rapatrie tout le monde à la maison. Tout le monde doit rentrer. Mais toutes les bases militaires françaises doivent être évacuées. Ce pays n'a pas vocation à contrôler le monde. C'est incroyable cette mentalité. Allez, on rapatrie tout le monde. Quand tu pars comme ça à la guerre, quand on écoutait un peu Dominique de Villepin, quel était l'objectif de la France en allant au Mali? Bon, donc tu as un objectif. Est-ce qu'il est militaire? Il est politique. Tu vois, déjà, la population n'est pas trop au courant. On nous parle que de djihadistes, de terrorisme, d'islamistes. Il faut quand même bien garder à l'esprit que le Mali a une frontière avec un pays qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie a toujours dit qu'il n'allait jamais s'immiscer dans les affaires intérieures au Mali. Donc, pourquoi ils sont partis? Et surtout la durée. Quand on va là-bas, on a un programme, on a un projet. 8 ans. Or, on voit que finalement, qu'est-ce qui se passe? Cette situation, elle s'enlise. Parce que je veux bien rester là-bas, mais pour faire quoi? À la limite, il y a eu 58 morts, tu restes dans 2 ans, il y aura 59, 70 morts, 75 morts. Les Américains, à la limite, ils ont une caractéristique dans des pays, ils ont fait la guerre pendant 5-10 ans. Ils avaient un objectif qui n'était pas avoué clair, mais ils sont repartis, et puis ça a développé leur business, ils sont contents. Donc la France reste là-bas. Et maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est notre problème de notre pays, si on voit l'image de la force, l'image de la France en Afrique, qui est en train de petit à petit de se dégrader, puisqu'on est prêt, un État comme le Mali est prêt à accepter, soi-disant, des unités Wagner, des espèces de troupes spéciales qui viendraient de la part de Moscou pour résoudre des problèmes. Et garde bien le chiffre en tête, la Chine a investi 100 milliards de dollars en Afrique. Merci. La Chine n'a pas envoyé de militaires, particulièrement n'a pas envoyé de troupes, n'a rien envoyé du tout, et ils sont en train de conquérir toute l'Afrique, petit à petit, sur le plan économique. Nous, on reste encore sur le plan, mais sincèrement, la présence... Donc on rapatrie tout le monde. Ali. Oui, il faut rapatrier. Nadia, rapide. Oui, moi je suis d'accord. Je parle avec des personnes des Maliens qui disent clairement, stop, ça suffit. On est capable de gérer par nous-mêmes. On a été aidés, merci. Un geste fort de Macron avant la présidentielle, revenir... je sais que ça prendra du temps, mais par exemple, prendre la décision de mettre fin à cette opération. Mais oui, il va faire ça. Mais oui, il est obligé. Bon. Ça rapporte plus d'argent, c'est un coût de l'argent. Très bien, on va suivre ça de près quand même les enfants, évidemment. Est-ce que vous avez votre passe? Attends, juste une seconde, Christophe, un truc à ajouter quand même, parce que ici on n'a pas d'information. Très rapidement, 3 pays africains de la force... France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 91.3 FM, à Reims et toute Nadia Chérif, elle est là, Gamal Abina aussi, Ali, bien sûr, d'être avec vous. Présent avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Évidemment, c'est donc le jour J, les enfants. Votre passe sanitaire va se transformer, ou s'est transformé d'ailleurs depuis ce matin, en passe vaccinal. Un changement et beaucoup d'interrogations, à l'image de ce micro-trottoir réalisé par nos confrères d'Europe 1. Écoutez ce qu'en pensent les gens. Est-ce qu'ils ont compris le principe? Comment ça fonctionne? On est vraiment très perdus. Comment on va procéder au pass vaccinal? Comment ils vont mettre ça en place? On est là, on va suivre, parce qu'on n'a pas trop le choix, mais on ne sait pas du tout. Peut-être donc le refus d'entrée dans certains lieux, notamment peut-être les restaurants, les cafés, mais là je ne sais pas trop si ça s'applique à tous ces lieux ou si on a juste quelques-uns dans les lieux publics. Non, c'est pas trop clair, franchement. Enfin, moi en plus je suis pas trop tous les jours aux infos et tout, franchement je sais pas. Qu'est-ce qui change entre le pass vaccinal et pass sanitaire surtout? Je sais pas. Alors pour moi tout est automatique, après je me suis pas plus posé de questions que ça pour l'instant. Peut-être que j'aurais dû, mais voilà. Elle a bien vu, madame, le mode d'emploi, comment le pass sanitaire est devenu le pass vaccinal. Eh bien, c'est très simple. Pour ceux qui ont déjà un schéma vaccinal complet, le changement se fait tout seul. Si vous aviez l'habitude de présenter votre QR code avec l'application Tous Anti-Covid, il n'y a
Pas de manipulation à faire, c'est automatique. Pas besoin non plus de faire de mise à jour sur votre téléphone. Si vous n'avez pas cette application, veillez bien à récupérer vos certificats de vaccination ou de rétablissement sur le site de l'assurance maladie. Qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau pass vaccinal? Eh bien, ce qui change, c'est qu'un test négatif n'est plus suffisant pour se rendre dans les lieux où on demandait le pass sanitaire. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas fait leur 3e dose dans les temps, plus possible d'aller boire un verre, de manger au restaurant, plus possible d'accéder aux loisirs comme le cinéma, le transport, les foires, les salons, et sans ce précieux sésame, de monter également dans un train, dans un bus longue distance, ce sera aussi interdit. Même chose pour l'avion pour aller à l'étranger. Voilà, le pass sanitaire restrictif par contre pour les enfants de 12 à 15 ans, mais aussi pour accéder aux établissements scolaires et aux services de santé. Ces mesures seront maintenues jusqu'au moins au 31 juillet, les enfants. Voilà, qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'il y a à dire? J'ai dit assis ou debout, la consommation? Eh ben écoute, à partir du 16 février, debout. Et le 31 juillet, c'est officiel, ça? Bah oui, apparemment, c'est jusqu'au 31 juillet, cette histoire. Voilà. C'est logique, ce sera bientôt fini. Ouais. Donc, alors, les personnes qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui, voilà, sont complètement coupées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus rien faire. Ils ne sont plus citoyens, d'ailleurs. Ouais. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je voulais quand même vous avertir parce que c'est vrai que beaucoup de gens se demandent comment ça se passe. Passe sanitaire, passe vaccinal. Alors concrètement, si tu veux aller en Algérie, par exemple, c'est qu'un exemple. Si tu veux aller en Algérie que tu n'es pas vacciné, oublie, c'est mort. Si tu as 2 doses et que tu as un pass vaccinal, il te faut fournir un test négatif. Par contre, si tu as ton pass vaccinal complet, c'est-à-dire que les 3 doses, tu n'as pas besoin de test et tu peux aller en Algérie. Voilà. De manière très concrète. Ici? Quoi ici? C'est l'Algérie qui peut demander un test aussi, peut-être, oui. Non, mais l'Algérie, je prenais cet exemple parce que c'est l'Algérie qui a annoncé que si tu as un pass vaccinal complet, tu n'as pas besoin de test. Par contre, si tu as 2 doses, il te faut un test PCR de moins de 36 heures. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc mais vous avez tout compris, c'est bon? Ouais. Pas de questions? Bon, c'est bien. Oui, c'est bien au moment où il y a des pays comme l'Irlande, l'Angleterre qui décident de tout arrêter. Nous on commence le pass vaccinal, c'est normal? C'est effectivement ce qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est plus politique qu'autre chose. C'est un pass vaccinal ou pass politique, Gamal Abina? C'est un pass vaccinal parce qu'ils veulent vacciner la population, c'est tout. Le mot il a changé parce que celui qui n'est pas vacciné ne va nulle part. Parce que Macron l'a dit de façon très claire et très crue, il va emmerder ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est tout. Il faut arrêter de tourner en rond. C'est simplement une question de priorité. Il veut sa réélection et il veut dire j'ai vaincu le Covid à moi tout seul. Mais la caractéristique comme de la France par rapport comme à tous les pays un peu industrialisés sera le seul pays qui va exclure de la société des gens qui n'acceptent pas une injonction d'aller se faire vacciner. Donc l'Autriche n'est pas un pays industrialisé? Non, à la limite, mais l'Autriche est une obligation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est juste jouer sur les non, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Non, entre obliger quelqu'un et de faire... Et contraindre c'est pas du tout la même chose. Là, tu exclus. L'Autriche a dit obligation. Tout le monde doit être vacciné. On n'a pas le choix. À la limite, j'aurais préféré ça que de dire aux gens, j'exclus les gens. C'est pas toi qui es plutôt un partisan, un défenseur des droits. Je pense que c'est pas forcément quelque chose d'opportun. Moi, j'aurais préféré que ce soit quelque chose peut-être d'obligé. À la limite, après, on vote pour lui, on vote pas, peu importe. On est obligé, on le fait. Mais cette approche qui est d'exclure des gens, je trouve pas ça bien parce qu'il y a quand même des gens, on n'est pas dans leur psychologie, qu'on peut voir des gens qui ont peur, peu importe, et qui malheureusement vont être exclus de la société. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de vie sociale. Et je trouve ça malheureusement dommageable. Et pour moi, c'est pas normal. Voilà. Est-ce que vous avez lu les notices du vaccin Pfizer, par exemple? Bien sûr. Ouais. T'as pas remarqué quelque chose? Si, en termes légaux, ils disent que vous ne pouvez pas nous poursuivre. C'est un postulat. Non, mais il y a un truc plus grave. Pour ceux qui font des allergies à des aliments, il est recommandé de ne pas se faire vacciner avec Pfizer. Or, quand vous allez dans un centre de vaccination, on vous demande, vous êtes allergique, oui, machin, picouse. Voilà. Oui. Ce qui fait d'ailleurs, il y a un monsieur qui était invité chez Hanouna vendredi soir, très sérieux, vraiment le mec, tu vois, pas anti-vax du tout, mais il est là pour relater un problème suite à une vaccination, notamment chez les personnes âgées. Sa femme, qui 2 semaines après avoir reçu sa 2e dose, a attrapé la maladie de la vache folle. Et il a recensé, parce qu'il a fait le travail, autour de lui, 23 cas. Voilà. Donc il y a des effets secondaires, on n'en parle jamais. Attends. Quoi? Creutzfeldt-Jacob, parce qu'il était vacciné. Oui.
C'est Absolument. vérifié, ça. Écoute, il y avait des professeurs sur le plateau. Oui, j'ai eu le. Oui. Ils disent voilà, on va vérifier. Ah oui, c'est intéressant à vérifier. Oui, non, mais c'est intéressant bien sûr, mais il y a quand même des exemples qui sont parlants. 2 semaines après avoir reçu la deuxième dose, et 23 personnes dans son secteur à lui qui sont dans le même cas. Au bout d'un moment, il faut peut-être s'y intéresser, il faut peut-être parler quand même. Oui, mais l'argument des laboratoires pharmaceutiques, c'est toujours de te raconter, comme les politiques, cette notion toujours de bénéfice-risque. Voilà. Si tu as 23 personnes, horrible, si tu as 23 personnes qui ont la maladie de Creutzfeldt-Jacob sur 1 million, on va te dire, faut vérifier Creutzfeldt-Jacob. Ah si, non, mais je te le garantis. C'est une étude sérieuse. C'est pas une étude, c'est des gens sur le terrain qui ont vécu ça, mon frère. Non, c'est pas des gens sur le terrain, il faut voir l'étude. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait des analyses, il faut être un peu sérieux. Creutzfeldt-Jacob, ça vient de la vache folle, comme vous dites, parce qu'on donnait des farines animales à une vache. Donc c'est un processus qui est un peu différent. Mais pour revenir à le mouton, vous êtes choqué par le bénéfice-risque. Est-ce que vous savez que tout le monde peut être allergique à la pénicilline et en mourir? N'importe qui peut l'être. On ne sait pas qui est allergique. Et il arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui meurent à cause d'une piqûre de pénicilline. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Lorsqu'on vous met un produit chimique dans le corps, un médicament donc. Ali rigole. Non mais il peut rigoler, mais c'est un produit chimique. C'est Gabal le comique. Donc dès qu'on vous met un produit chimique dans le corps, il y a une interaction chimique et biochimique avec votre métabolisme qui peut conduire à des conséquences graves. Juste une question, dans ces cas-là, une simple Doliprane peut avoir des conséquences très graves. Une question très simple. Tu vois, on a infantilisé les gens. Moi, quand je veux tape sur ton micro, Nadia, j'ai un problème avec ton micro. Mets-lui un coup dans la gueule. Voilà, quand je veux convaincre des personnes, comme ça. Tu as remarqué la caractéristique de ce laboratoire, parce qu'on ne parle que du Pfizer. Bon, on va repartir sur ce débat-là. Parce que moi, personnellement, comme par exemple, il n'y a que du Pfizer, moi j'aurais préféré même à la limite prendre. Il faudrait qu'on dise BioNTech plus que Pfizer. À la limite que Pfizer, parce que finalement, on n'a pris que du Pfizer. C'est un monopole. C'est vraiment un monopole. Donc on est vraiment. Ah oui, c'est dégueulasse. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que, tu viens de le dire à l'instant, il n'y a jamais eu quelqu'un de Pfizer à la télévision qui est passé, ou un médecin, en disant attendez, il peut y avoir beaucoup de contre-indications, des effets secondaires. On n'a jamais de la vie entendu parler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On minimise en disant ah oui, bon ben, il y en a que 22, 23, il y en a que 50. Mais moi, je regrette. J'espère que ça n'arrivera pas autour de cette table à des gens de notre famille, de notre entourage proche, parce que malheureusement ça peut arriver. Mais malheureusement, ces contre-indications, ces effets secondaires sont là, ils existent. Donc il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots, à faire croire que lorsqu'on va t'injecter quelque chose, on va te dire tu n'as rien du tout. Et derrière, pas de responsabilité, c'est idiot. Et tu vas convaincre des gens à faire ça. Donc au bout d'un moment, il faut un peu... Moi, je tiens juste à rappeler, responsable mais pas coupable avec le sang contaminé. De Monsieur Fafa. Bon, Ismaël est avec nous au téléphone. Salut mon Ismaël. Ouais, salam alaikum, bonjour à tous. Bonsoir Ismaël, comment ça va? Tu nous appelles d'où? Ouais, ça va de Vigneux-sur-Seine. Oui, je connais bien, ouais. Vas-y, on t'écoute Ismaël. Ouais, en fait, j'avais une question, parce que tu viens de dire que pour rentrer en Algérie, il faut le pass vaccinal complet, c'est ça? Oui monsieur. Ouais, alors non, je répète, c'est très clair. Si tu t'es fait vacciner, que tu as 2 doses dans ton corps, ce n'est pas un schéma complet, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui le pass vaccinal c'est 3 doses, d'accord? Si tu as que 2 doses, il te faut fournir un test PCR de moins de 36 heures. Par contre, si tu as les 3 doses, donc le schéma complet, pas besoin de test PCR. C'est clair? D'accord, ok. Voilà. Et 800 € ou 1000 € pour le billet d'avion. Ah oui, non, tu peux passer. J'ai une petite astuce à vous donner d'ailleurs pour les Algériens là. Passer par Tunis, ça coûte beaucoup moins cher. Non, mais je suis en train de prévoir là pour cet été-là. Ouais. Et on m'a dit que voilà, tous ceux qui n'ont pas le pass vacciné, tous ceux qui sont pas vaccinés, ben ils rentrent pas en Algérie. Oui, ça c'est vrai. Et là, tu viens de me donner une autre information. C'est ceux qui ont le test PCR, mais j'ai pas de vaccin. Moi, je suis pas vacciné. Non, bah alors, si t'es pas vacciné, c'est mort. Tu peux pas y aller. Non, là il faut qu'on te parachute. Il faut pour le pass, le test PCR, c'est uniquement valable pour ceux qui ont 2 doses, d'accord? Pour ceux qui sont pas vaccinés du tout, c'est mort. Tu peux pas y aller. Oubliez l'Algérie. Oubliez, voilà. Mais si je passe par la Tunisie, c'est bon? Même non, c'est pareil. C'est pareil. Même en sous-sol, tu passes pas. Hors antenne, je te donnerai une astuce. Tu pourras passer par d'autres pays d'Europe. Tu peux pas te camoufler. Si, il peut passer avec la catapulte. Tu pourras passer par d'autres pays d'Europe. Non, c'est mort. Je te le garantis, c'est mort. Voilà. En plus, la Tunisie, c'est encore plus violent, je crois. D'ailleurs, c'est encore plus restrictif.
ça soit par avion ou par bateau. Absolument, partout, voiture même, si tu même à la nage, frère. Même à Harag à l'envers. Merci à toi en tout cas. Allez, dans un instant, on parle de l'affaire Bourdin. Moi, il y a un truc qui m'interroge. La présomption d'innocence, elle est où dans ce pays? La justice médiatique, ça commence à suffire. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, le grand forum en ce lundi avec... Tiens, vous connaissez le groupe Arsenic? Le rap. Ouais, du rap. Ouais. Vous connaissez Arsenic? Ouais. Nadia, tu connais? Non. Ali? Oui, c'est vieux ça. C'est vieux, j'avais fait leur t-shirt à l'époque. Ouais, c'est les deux frères là, tu sais, Lino et Calbo. Calbo sera avec nous là, mercredi. Cool. Ouais, il sort un livre. Voilà, il sort un livre, il sera avec nous. Et quelle est la chanson d'Arsenic alors? Peut-être que... je sais pas, j'en ai pas là sous le. Voilà. Mais Arsenic, tout le monde connaît, ça faisait partie du secteur A et compagnie. Un peu plus, non, un peu plus. 2000 ouais, t'as raison, c'est 2000, absolument. Il sera avec nous donc mercredi sur France Maghreb 2. Puis on aura quelques GJ vendredi. C'est quoi GJ? Gilets jaunes. Ah, Gilets jaunes. Ouais. David Libenski, l'avocat des Gilets jaunes, qui a sorti un livre sur le préfet l'allemand. Et on aura Priscilla Lugowski, qui d'ailleurs s'était fait connaître au tout début du mouvement, hein, faisait partie des gens actifs. Voilà, donc on en parlera vendredi, tout cela, donc, évidemment. Un revival des Gilets jaunes alors? Quoi? Un revival des Gilets jaunes? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle de Jean-Jacques Bourdin, ce journaliste qui arrive en fin de carrière sur BFM TV RMC, puisqu'il était aux commandes de l'interview politique chaque matin à 8h30 sur BFM et RMC. Et vous le savez, il a été une femme qui a porté plainte pour des faits qui remontent à 2013, qui sont donc malheureusement prescrits. Une femme qui dit avoir été agressée sexuellement. En fait, Bourdin aurait tenté de l'embrasser dans une piscine à 6h du matin dans un hôtel en Corse. Et donc, il conteste évidemment formellement... J'ai peur que tu me parles d'Ibiza. Non, il conteste formellement les faits. Le groupe Altis a lancé une enquête interne pour évidemment essayer de remonter un petit peu l'histoire. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Alors, il y a eu Valérie Pécresse qui a eu ces mots en disant qu'elle s'était posé la question avant de venir à une émission présentée par Jean-Jacques Bourdin. Et puis, il y a eu Yannick Jadot qui a annulé simplement lui l'interview prévue avec Jean-Jacques Bourdin à cause donc de cette plainte. Du coup, hier, dans un communiqué, la chaîne BFM TV RMC ont annoncé que pour l'instant, Jean-Jacques Bourdin a été écarté de manière temporaire. Il conteste évidemment encore les faits dans une réaction sur ses réseaux, Jean-Jacques Bourdin, et il se pose la question de la présomption d'innocence. Moi aussi, je me la pose, cette présomption d'innocence. Aujourd'hui, ça veut dire que n'importe qui peut m'accuser de n'importe quoi, et que demain, sous le coup de je sais pas, d'une certaine caste qui dit ouais c'est pas bien, etc., on t'écarte comme ça, on te salit avant même que la justice ait jugé. Et c'est là, moi, où ça me pose problème, où arrive ma limite. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, d'abord, par rapport à cette affaire Bourdin. Est-ce qu'ils ont bien fait de l'écarter? Est-ce que la présomption d'innocence, c'est quelque chose d'important pour vous? Nadia, tiens. Présomption je sais. Oui, mais je suis une femme et... Voilà, t'es une femme, voilà, quand même. Et je trouve que pour une fois, ils essayent de prendre les choses à bras-le-corps. Bon, tant mieux. Mais... pourquoi l'écarter lui, spécialement lui? Pourquoi ce personnage en particulier? Alors qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu un itinéraire similaire. Hulot, Morandini, Tarek Ramadan, moi j'en suis vraiment marquée. On les a lynchés. Donc présomption d'innocence, pour moi, c'est très 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 important. C'est-à-dire que tant que on n'a pas la preuve, c'est à nous, il faut fournir la preuve. Et moi, je ne contredis pas les femmes et je ne suis pas en train de dire que c'est pas du tout l'objet de mon propos, attention. Oui, moi non plus. Mais la présomption d'innocence, c'est quand même quelque chose de très important. On s'est battu. La libération de la parole, c'est très bien. Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre des mais? Ça fout en l'air la vie des gens. Il y a des gens qui se suicident. Et puis c'est surtout à la justice de parler dans cette affaire-là et dans toutes ces affaires de ce type. Aujourd'hui, vous avez des personnalités, et d'ailleurs, il y a une certaine connivence. Il a servi des exemples. Non, mais bien avant, il y a des connivences entre les forces de police qui reçoivent des dépôts de plainte quand ça concerne des personnalités. Ils interviennent tout de suite, ils appellent leurs contacts dans la presse people.
On l'a vu au travers de Harry Habitant, on l'a vu de plein de gens qui sont concernés par ce type d'affaires. Justice médiatique, j'ai du mal à la supporter. Gamal, qu'est-ce que t'en penses ? Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que l'ironie du sort veut que Jean-Jacques Bourdin ait été extrêmement offensif devant Ramadan et, semble-t-il, à ce moment-là, ne voyait pas trop la présomption d'innocence, ça ne lui posait pas de problème. Et moi, je pense que le tribunal médiatique est le pire des tribunaux, ça s'appelle du lynchage. Ouais, alors, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas connu cette période de lynchage physique, puisque c'est interdit par la loi. Par contre, le lynchage médiatique existe. Donc, effectivement, il faut partir du principe, d'un principe simple, c'est que la femme qui porte plainte contre lui peut avoir raison, bien sûr, comme elle peut avoir menti, c'est arrivé récemment encore, tout comme la personne qui est accusée de ce genre de choses pour lesquelles il va être difficile d'établir les faits, peut avoir aussi raison ou tort. Donc le principe de dire on l'écarte par une sorte de principe de précaution, comme si c'était une sorte de pervers sexuel permanent, ça c'est intolérable. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de femmes, ça arrive aussi, qui se vengent d'un conjoint, d'un ami, d'une relation qui s'est mal passée, tout comme il y a beaucoup d'hommes qui salissent des femmes. Donc il faut toujours être très mesuré sur ce rapport homme-femme parce qu'il a été délétère pendant des années. La parole s'est libérée parce qu'effectivement des hommes en profitaient, on l'a vu avec l'affaire Weinstein, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui on ne peut pas massacrer quelqu'un sur l'autel de la bien-pensance publique. Il y a des limites. C'était sa dernière saison, je vous le dis de source sûre, il a arrêté au mois de juin. Il était âgé déjà. Voilà, mais là vraiment il le sait. Mais la sortie est mauvaise. Voilà, oui, t'imagines la sortie qu'on lui fait là. Voilà. Il y en a un qui est en prison actuellement, par exemple, c'est que vous connaissez, le chanteur, Papa Chanteur. Oui, Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye est en prison pour des faits effectivement similaires, oui, sauf que ces faits sont établis. Oui, a priori. Par rapport aux dernières affaires, on attend, mais en tout cas, c'est un multirécidiviste. Oui, mais il y a une omerta des médias, Hulot, tout le monde savait, Strauss-Kahn, tout le monde savait, bien donc c'est 2 poids 2 mesures aussi. Après, les personnages publics, faut pas se raconter l'histoire. D'un côté, ils en profitent, c'est vrai. Oui. De l'autre côté, il y a une sursollicitation des personnages publics par des femmes qui parfois veulent briller et exister. Ça arrive aussi, il faut pas le perdre de vue. Bon, on va demander ce qu'en pense Ali dans un instant, et puis Abdel aussi qui nous attend au téléphone. Ne bouge pas, mon Abdel. Je me débarrasse des dernières pubs, il y en a trop, hein, c'est trop. Ouais. On est de retour très vite pour la dernière partie. Bourdin, présomption d'innocence. Où est-elle ? Où est-elle ? Présomption d'innocence, où es-tu ? À tout de suite. Le LGF, Nadia Cherif, Ali Gamal Abina pour finir cette émission de Bourdin, l'affaire Bourdin écartée, c'est ce qu'on a appris hier de l'antenne de manière temporaire, principe de précaution suite à une plainte déposée contre lui d'une jeune journaliste qui a d'ailleurs travaillé avec lui à l'époque, qui dit que Bourdin aurait tenté de l'embrasser de force dans une piscine. Elle s'est débattue et il aurait terminé cette scène en disant « J'obtiens toujours ce que je veux », aurait-il dit. Abdel d'Orléans est avec nous. Salut mon Abdel. Oui, salut Christophe, salut à toute l'équipe. Salut mon Abdel. Voilà, j'ai appelé Christophe, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé, mais là ça m'intéresse vraiment parce que je crois qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ah bon? Ouais, il y a certainement dans ce pays-là les intouchables et ceux qu'on peut faire très mal. Et très très vite surtout. Et puis désagréger et les flinguer, ça me rappelle l'affaire Tariq Ramadan. Il n'a même pas eu le temps de respirer une seconde qu'on l'avait déjà dézingué, quoi. Donc, comme le disait ton collègue, je crois qu'en France, on s'enflamme très vite, on veut vendre du papier très très vite, on veut faire de l'argent très très vite, et je crois que c'est un peu ça le problème. C'est qu'on veut pas chercher des preuves. Il faut, comme on dit toujours, il n'y a pas de feu sans pas de flamme sans fumée ou comme on dit. Et, si tu veux, aujourd'hui, ça va très très vite et on peut massacrer quelqu'un en rien de temps. C'est tout ce que je voulais dire. Et il y a des gens, par contre, que ce soit des réalisateurs ou des scénaristes ou autre chose, par contre, ceux-là, on a eu beaucoup de mal à les atteindre et beaucoup de temps pour les toucher. Non, mais il faut différencier l'œuvre de l'artiste et de l'homme. On parle de qui, là? Ouais. Merci Abdel. Voilà. Merci mon Abdel. 01 40 33 9. Ali, je t'ai pas entendu là-dessus, sur l'affaire Bourdin. Oui, mais je vois pas quel est tellement l'intérêt. Alors, c'est bien, il y a eu le truc du MeToo. Oui. Il y a un cadre juridique en France, hein, donc quand même un cadre juridique, qu'est-ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Moi, je vois pas ce que ça fait d'écarter Jean-Jacques Bourdin. C'est les petites frappes à BFM, c'est ça? Oui, ça va. Je vois pas le lien entre l'affaire juridique et le fait qu'il continue son émission, parce que je pense pas qu'il y a un rapport entre l'émission. Parce que les politiques commencent à annuler leurs venus, par exemple Jadot. Oui, mais je reviens là-dessus. Il y a un cadre juridique. Donc Yannick Jadot qui veut prétendre
aspirer à la présidence, je pense quand même qu'il doit savoir que dans un cadre juridique, il y a la présomption d'innocence, il faut la dire que ça lui plaise ou non. Il a fait juge, jury et bureau, lui, c'est clair. Parce que lui, je pense que dans son parti politique, il y a dû aussi certainement y avoir des... Il y en a une qui s'appelle Sandrine Rousseau qui fait grosse pression derrière. Hein. Voilà, parce que sincèrement, si on commence demain matin à mitouiser la France, à mon avis, je crois que c'est fini. Hein. Il y aura de vrais règlements de compte, parce que comme on a parlé avant Tariq Ramadan, comme Nicolas Hulot, comme M. Darmanin, comme l'autre là de... Heureusement que j'ai des témoins, parce que Nadia, en sortant de la radio, je l'engueule, elle peut m'agresser, enfin elle peut m'accuser après. Tout à fait, ouais. Par contre, il y a juste une question qu'on peut se poser, c'est le timing. C'est pas mal d'être islamiste. C'est pas mal d'être islamiste, pas se retrouver tout seul avec une femme. Ça c'est bien. Tu touches pas la femme. Là, il n'y a pas de problème. Nos cousins aussi, de confession juive, font aussi ça aussi. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr, c'est pareil. Ils ont commencé les premiers. Ça m'est arrivé là, ils ont éclairé. Il y a 15 jours. Mais Djahid, fais attention, ça devient dangereux. Fais attention, mais Djahid. Lui, c'est Mohamed, il n'y a pas de problème. On accueille qui? Ali avec nous. Salut Ali. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Moi je pense pour l'affaire Bourdin, c'est qu'il y avait déjà une volonté de la part de sa direction de le faire partir. Parce qu'ils l'ont arrêté l'émission de Jean-Jacques Matin, là, qui s'est fait remplacer par Apolline. Ouais. On lui a laissé l'interview de 30 minutes. Et je pense qu'il y avait déjà une volonté de le faire partir. Et là, à mon avis, ils ont sauté sur l'occasion pour le faire indirectement. Ouais, peut-être, je sais pas. Certains hommes politiques qui ne voulaient pas passer son émission, peut-être qu'ils les auraient parce qu'il y a peut-être des questions qui les emmerdent, comme on dit. Non, ce qu'ils faisaient comme émission était c'était gentil, c'était face. Ça dépend contre. Non, je parle pas de ça, je parle de l'émission qu'ils faisaient là, c'était face aux Français, c'est pas lui qui attaquait. Oui. Mais il y a une chose qui est une réalité en vérité, il faut pas se raconter l'histoire. D'abord, c'est un monsieur qui vieillissait, c'est vrai, mais surtout et avant toute chose, qui dans le monde politique, va prendre le risque de se mettre face à un type qui est soupçonné de viol ou d'agression sexuelle. C'est une image qui est délétère un peu, et c'est logique que le leader des Verts ait refusé, mais tous refuseraient. Maintenant, on ne peut plus faire autrement. Il y a une pression sociale énorme. Maintenant, avant, non. Mais maintenant, aujourd'hui, je parle maintenant. J'ai bien dit maintenant. Jean-Marc Morandi est de nouveau trempé dans une affaire. Ça les dérange pas d'y aller. Oui, mais non, c'est pas les principaux qui y vont. C'est les seconds couteaux. Ils vont pas aller devant Morandini. Ils vont pas devant Morandini. Il n'y a pas seul. Ouais. Rien, tu remarques, c'est que les petits joueurs qui vont chez lui. Mais je vais peut-être y aller la journée. Encore une fois, je redis et répète. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est quand même quand on t'accuse, c'est la justice qui doit faire son travail en toute indépendance. Les politiques n'ont pas à dire ce qui est bien et pas bien. Oui, mais les médias sont un tribunal. Un tribunal, pardon. Et franchement, la réaction de BFM TV RMC, moi, je la trouve dégueulasse, quoi. Tu vois, au non-soutien, principe de précaution. Jean-Jacques Bourdin, c'est quand même pas n'importe qui. Ils font des affaires. Ils sont pas là pour les cadeaux. Des affaires, mais il y a des limites quand même. Et puis ensuite, c'est la renaissance. Les petites frappes, quoi. Tu vois. Je veux dire. Bon, il y a quand même des médias qui, à l'époque, vous vous souvenez de Zemmour? RTL avait fait de la résistance, t'avais quand même gardé plus que les autres. Voilà. Bon, après, ils ont été obligés de s'en séparer parce que ça devenait trop. Mais c'est du fric, mais c'est une affaire d'argent. Zemmour, il rapporte de l'argent. À partir du moment où tu rapportes, c'est bon. Bourdin, il rapporterait moins d'argent parce qu'il aurait plus le politique en face de lui. Donc, s'il n'y a pas le personnel politique, il dégage. C'est normal. Ça s'appelle le marché. C'est le marché, c'est ça. Donc, ça veut dire que demain, n'importe qui peut te salir, n'importe qui peut te tuer ta carrière. C'est dégueulasse. On attend. Mais encore une fois, ça n'excuse pas ce qu'il a fait s'il l'a fait. Oui, mais la charge, elle incombe à celui qui doit. Non, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a tous les féministes de. Voilà. Christophe, la réification, enfin la chosification des femmes est un phénomène qui a toujours existé depuis toujours. Aujourd'hui, on dit on arrête. Donc la violence de l'arrêt, effectivement, est très puissante. Mais il ne faut pas perdre de vue que Bourdin subit finalement ce que les femmes subissaient. Il devient l'objet des médias, il devient la cible des médias parce qu'on considère que c'est un criminel. C'est dégueulasse, c'est vrai, mais c'est un fait. Bon, on va suivre ça de près. Les enfants, on se donne rendez-vous demain. Parce qu'il paraît que je termine toujours en retard, donc je vais essayer de terminer à l'heure. Je suis pile à l'heure. Là, c'est bon. Après, je vais avoir le tribunal directionnel. Pas très courageux non plus. On est avec toi. Merci à tous. Rendez-vous demain avec Pierre-Henri, avec Razik Métiche et avec un nouveau que je vais vous présenter demain. C'est un journaliste spécialisé dans le Moyen-Orient et au Maghreb. Il s'appelle Smaïn Taïfour. Il sera avec nous demain sur France Maghreb 2. Bah oui, il y a du level dans cette émission. Ça rigole plus. Hein, tu vois. Déjà aujourd'hui, il y avait du level. Ouais, c'est vrai. Aïe, bah tuer l'oreille. C'est le level, je sais pas d'où ça vient. Foiré, bah. Dans un instant, Medjahed sur France Maghreb 2 jusqu'à 20h. Merci beaucoup, Manadia. Bonne soirée. Salut, mon Ali.
Salut. Rendez-vous très vite. Et puis, salut mon Gamal. Salut et merci encore pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et bravo encore une fois à la Tunisie qui a gagné face au Nigeria. Bravo les Tunisiens. Demain, le Malawi qui affrontera le Maroc. Plutôt le Maroc qui affrontera le Malawi pour une place en quart de finale de... Oui, rendez-vous demain parce que voilà, c'est important. La Coupe d'Afrique reste maghrébine, c'est tout. Oui, mais je pense qu'elle sera pas maghrébine. Il y a de belles équipes. Maroc est une très belle équipe et la Tunisie nous a fait une belle surprise. Quoique tout est possible dans cette CAN. Quand on voit par exemple que Tunisie qui bat le Nigeria, c'était quand même pas gagné les enfants. Mais pourtant ils l'ont fait et bravo à eux. Encore une fois, il est 18h. Pile. Voilà, c'est l'heure du journal. À demain. Ciao tout le monde. Je me casse.